Voilà, bienvenue à tous pour le petit webinaire de la chaire entrepreneuriat, altérité et société. Donc, on a exploré déjà la fois passée différents éléments liés au mythe de l'entrepreneur avec Anthony. Puis ce mois-ci, je trouvais intéressant donc merci d'avoir accepté, Guillaume, qui a mené à la fois des ethnographies très, très lourdes dans l'entrepreneuriat ou autour de la figure de l'entrepreneur. C'est pas toujours l'entrepreneur comme objet, là. Et qui a développé aussi des réflexions méthodologiques assez fortes sur l'ethnographie, notamment en accélérateur. Qui a publié plusieurs papiers que vous avez pu voir sur l'ethnographie en entrepreneuriat. Donc, merci à toi d'être là, Guillaume. Et puis, je vais tout de suite te laisser la parole. Donc, Guillaume est prof à l'EM Lyon et où il dirige un institut de recherche en ethnographie organisationnelle. Merci à toi. Cool, merci Olivier. Rebonjour tout le monde. Juste une petite question, il y a pas mal de personnes qui ont disparu avec le passage à l'enregistrement. Ça veut dire qu'ils ont été à leur carrière, c'est ça? Alors parfois, c'est parce qu'en fait, il y a trop de monde. Donc en fait, l'écran des participants, il faut que tu ailles sur le côté pour regarder. Ok. Ouais, c'est ouais. Ouais, désolé, ça fait longtemps que Ouais. j'ai plus fait Mais là, de on a, trucs. Bah, là, on depuis a le Covid, 28. en fait, je pense Ouais. comme tout le monde. Donc voilà, merci Olivier pour m'avoir invité. Moi, je trouvais ça intéressant de parler d'ethnographie et d'entrepreneuriat. Et plutôt que d'entrepreneuriat et d'ethnographie, parce que moi, je suis anthropologue de formation et de profession, donc je suis plus branché sur l'aspect ethnographique que sur l'aspect entrepreneuriat. Et c'est un peu aussi avec ça en tête que j'ai préparé la présentation pour ce soir, enfin ce soir ou ce matin, en pensant que peut-être à tort, vous allez me le dire, hein, qu'il y aurait plus de gens familiers dans la salle avec la dimension entrepreneuriale qu'avec la dimension ethnographique. Et donc, en centrant plus ma présentation, etc., sur la dimension ethnographique. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Euh, Si c'est le cas, dites-le moi, hein, et on fera évoluer les choses au fil de l'eau. Donc voilà, je suis content de pouvoir parler de ça. C'est un sujet qui me touche beaucoup, enfin qui me touchait beaucoup à cœur. Euh, Quoi d'autre? Pareil, j'ai dit, je suis anthropologue, donc moi je viens pas du, j'ai ni une trajectoire de business school, ni des thèmes de recherche très business, entre guillemets. Même si c'est vrai que je suis prof à l'EM Lyon, qui est avant tout une business school. Donc voilà. Je lisais rapidement sur le site de la chaire avant de me connecter ce que ça comportait. Et j'ai trouvé ça très anthropologique, pardon, les trois différents thèmes et surprenant positivement pour une chaire en entrepreneuriat. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool et plutôt intéressant. Et je me suis fort reconnu dans un peu la dimension de dépasser le mythe, c'est ça, de l'entrepreneur héroïque. Alors, entrepreneur au masculin, généralement blanc, etc. Et qui va sauver le monde. Et en fait, c'était marrant, ça m'a fait rire parce que moi, c'était un petit peu la motivation ou l'idée de fond qui m'a amené à travailler sur l'entrepreneuriat en 2016. Donc cette idée de dépasser la personne, l'entrepreneur individuel, pour aller voir justement, ou aller analyser l'entrepreneuriat comme un phénomène collectif, en fait, où il y a plusieurs types d'acteurs qui sont impliqués, pas juste une personne. Et je trouvais à l'époque, et enfin, un peu encore aujourd'hui à mon avis, qu'il y avait trop de focus sur l'entrepreneur, éventuellement sur les investisseurs, non, le créateur et le financeur, et qu'on en savait beaucoup moins en fait sur toutes les autres personnes qui sont autour, qui circulent autour de cette figure. Donc voilà, moi c'est un peu ça qui m'a motivé à travailler sur l'entrepreneuriat, sur le tas. C'est-à-dire moi j'ai fait ma thèse sur les grimpeurs professionnels, donc les athlètes de haut niveau aux États-Unis. J'ai écrit un bouquin là-dessus et c'était en soi des entrepreneurs parce que ces personnes, ces hommes et ces femmes, finalement, ils capitalisaient leur valeur. Enfin, c'était un peu de l'entrepreneuriat du soi, entre guillemets, non? Pour arriver à avoir des contrats de sponsoring. Mais bon, c'était un contexte tout très différent de celui que j'ai étudié plus tard, qui est l'accélération, comme disait Olivier, l'accélération de start-up et dans mon cas de start-up à impact social. Donc, il y a pas mal de références que je vais faire, d'exemples que je vais présenter qui viennent de mon terrain ou de mes terrains dans ce contexte-là. La présentation, je vais essayer de mobiliser au maximum ce que moi j'ai fait. Pas parce que c'est mieux que ce que les autres ont fait, mais bon, vu que je connais mieux mes travaux que ceux des autres, je pense que c'est aussi intéressant. Et je crois que c'est aussi intéressant pour moi, inversement, d'avoir
des retours et des discussions, des commentaires positifs et négatifs sur la pertinence ou pas des analyses et des approches que moi j'ai pu développer modestement de mon côté. Donc si ça va pour vous, moi j'ai deux objectifs pour aujourd'hui. C'est un petit peu partager ma vision de l'ethnographie. Alors je dis ma vision parce qu'il y en a plusieurs. Et ça, c'est peut-être celle qui, moi, me caractérise. Et deuxièmement, inversement, bah, moi aussi, avoir du feedback, des questions, une discussion sur voilà, sur les aspects liés à la méthode et à l'étude de l'entrepreneuriat. Donc, je vais essayer de partager ça. Alors, j'ai fait déjà une petite mauvaise manipulation, mais 15 slides se sont transformés en un. Donc, je vais essayer de réparer ça tout de suite. Alors, hop, hop. Est-ce que vous voyez mes slides? Non, pas encore. Non. Alors, hop. Est-ce que ça va mieux comme ça? Non? Rien de mon côté. Et alors là, ça devrait aller mieux normalement. Ouais, nickel. Je vais essayer d'enlever ça. C'est assez grand, c'est visible ou... Ouais, Moi, c'est super. parfait, ouais. Si vous avez des questions, commentaires, interventions, des choses que j'explique mal et qui sont incompréhensibles, n'hésitez pas à m'interrompre, en intervenant directement plutôt qu'en levant le main. Donc moi, ce que j'ai préparé, ça se résume en quatre points principaux. Hop, pardon. Qui est un petit peu parler de qu'est-ce que c'est l'ethnographie dans une approche un peu plus anthropologique. Parler brièvement des apports de l'ethnographie au champ de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est peut-être ce qui va vous intéresser le plus. Quelques aspects pratiques sur le travail du terrain dans le contexte de l'entrepreneuriat. Et si on a le temps, je pense que ce ne sera pas le cas. Moi, j'aurais bien aimé en fait discuter un petit peu de l'écriture et peut-être des difficultés à écrire et à publier des articles ethnographiques en entrepreneuriat dans des revues canoniques très classiques comme enfin, moi celles dans lesquelles j'ai publié, la ITP, SIG, etc., qui, malgré une ouverture à l'ethnographie, ont quand même une fermeture, enfin des grosses difficultés, des grosses barrières d'entrée quand il faut faire publier un papier ethnographique dans ce type de revue. En tout cas, les problèmes que moi j'ai rencontrés et que j'imagine bah, que je ne suis pas le seul à ce niveau-là. Donc, si ça vous va, je pense qu'on se concentrera sur les trois parties. Olivier, par rapport au temps, tu m'avais dit 1 heure et demie en tout, 40 minutes de présentation, c'est Ouais, à peu ça? près, ouais, ouais, ça peut. S'il y a une petite demi-heure de conversation, c'est toujours le fun, là. Ok, super. Si je dépasse un petit peu, n'hésitez pas à me couper. Je vais essayer d'aller assez rapidement en fait, sur les slides pour qu'on ait justement la possibilité de discuter. Euh, donc un peu pour mettre le contexte, comme je disais, moi je suis anthropologue. En anthropologie, ce qu'on fait généralement, c'est de l'ethnographie. Pour le meilleur ou pour le pire, j'ai envie de dire, parce qu'on est complètement, en général, ignorant enfin, incapable d'utiliser d'autres méthodologies que l'ethnographie, enfin, en tout cas, l'observation participant, des entretiens, etc. Et l'idée qu'il y a, en tout cas, moi, l'ethnographie que j'ai apprise et celle que je pratique, c'est un peu ce que j'avais enfin, envie de mettre en avant avec cette photo de Bronislaw Malinowski, pardon, qui est un anthropologue polonais qui a souvent été vu un peu comme le référent en anthropologie. C'est l'idée justement de planter sa tente dans un village. Alors évidemment, la photo, elle date de 1916, il y a toute la dimension coloniale, etc. Mais c'est un peu l'idée voilà, de sortir de son bureau, d'aller sur le terrain et pas juste faire des incursions rapides, une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là, mais vraiment d'aller s'installer, enfin, moi dans mon cas, dans un accélérateur d'entreprise pour étudier ce que font les gens, avec un peu le parti pris de dire que bah, pour parler des autres, il faut partager leur quotidien, et c'est en partageant leur quotidien justement on va pouvoir produire des données qui tiennent la route, et on va pouvoir surtout expliquer quel est le sens que les individus donnent à leur pratique. Donc ces individus, ça peut être, bah, dans le cas de Malinowski, c'était des habitants en Papouasie qui faisaient des échanges économiques, un système qui s'appelle la CULA. Ça peut également être, comme dans mon cas, les membres d'un accélérateur d'entreprise à impact. Donc ça, pour moi, c'est fondamental, en tout cas dans l'approche que moi j'utilise. Un deuxième aspect qui vient, on va dire, main dans la main, qui est peut-être plus important encore aujourd'hui qu'en 1916, dans un contexte voilà, colonial ou post-colonial, où c'était très compliqué de s'immerger vraiment dans les activités quotidiennes.
C'est que l'ethnographe, il vient pas juste voir ce qui se passe, mais il participe aussi à ce qui se passe en fait. Pareil, il y a des gens qui vont dire que c'est pas vrai, il faut pas faire ça comme ça. Moi, c'est mon approche. Alors, c'est une approche comme les autres, mais c'est vraiment qu'il faut s'immerger. C'est pour s'immerger, il faut participer. Et je pense qu'on sera tous, on se rappellera peut-être tous là, je sais pas, une anecdote de quand vous invitez un ami dans un nouveau cercle d'amis ou à observer une réunion que personne ne le connaît. Généralement, il y a un peu de suspicion, on ne sait pas c'est qui cette personne, il y a peut-être un petit malaise. Je pense que la participation, ça permet justement, on va en parler tout de suite, de se construire un rôle social dans un groupe social en participant aux activités et en partant aux activités sur une durée qui est relativement longue. Enfin, nous, en anthropologie, on fait souvent des terrains qui durent au minimum 1 an, souvent 2 ans. Moi, personnellement, généralement, je tourne autour de 18 mois. Alors, c'est un peu une coïncidence, mais je suis toujours arrivé à faire 18 mois, je ne sais pas pourquoi, sur les 3 grands terrains que j'ai réalisés. Alors le temps, pourquoi c'est important? Ben, c'est pas forcément pour récolter plus de données, mais c'est pour récolter des meilleures données, des données beaucoup plus fines. Tout simplement parce qu'avec le temps, et c'est pareil, hein, pensez aux relations sociales qu'on a tous et toutes, plus on connaît les gens, plus on va discuter de choses intimes, les sujets de discussion vont évoluer, etc., etc. Et cetera. Et ça va permettre, enfin, ça va nous permettre en fait d'arriver un peu plus au cœur de la question et je pense qu'il est fondamental qu'on travaille des entrepreneurs. On s'intéresse par exemple à la question des émotions, à la question du travail, à la question des difficultés qu'il peut y avoir personnellement. Non, c'est aussi une entreprise personnelle dans la création d'une boîte. Et ça, c'est tous des aspects qui sont souvent superficiellement expliqués dans un entretien, une interview. Mais quand on passe du temps avec les gens au quotidien, on arrive justement à capturer, à prendre en compte. Et ça repose sur la construction de relations sociales. Donc voilà, pour moi, c'est l'ethnographie, c'est l'immersion. L'immersion, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça requiert de la participation. Et cette participation, elle va nous donner un rôle social. Et je pense que c'est le slide suivant. Je vais sauter ce slide-là. Ouais, j'en parlerai un petit peu plus tard. Surtout une légitimité sur ce terrain. Les outils principaux, je pense que vous êtes tous familiers avec ça, plus ou moins. Peut-être pas besoin d'en parler. Peut-être 4 trucs vite fait. L'observation participante, donc participer, les entretiens. Les procédés de recension, souvent on n'en parle pas beaucoup, qu'on parle d'ethnographie, c'est-à-dire on pense souvent que l'ethnographie, c'est aller quelque part, participer, parler avec les gens et prendre des notes. Les anthropologues, et je reviens à Malinowski que je citais avant, en tout cas traditionnellement, ils utilisaient beaucoup des procédés de recension. Alors ça peut être par exemple combien d'objets on va échanger avec la tribu de l'île voisine, combien de vaches on va posséder. En fait, il y a beaucoup d'opérations de comptage quand on fait du travail de terrain. Moi, dans l'accélérateur, c'était pas juste combien de startups vont être accélérées, mais combien de mentors on a, d'accompagnateurs on va avoir. Enfin, aussi des données quantitatives, collectées à un moindre niveau. On ne va pas les exploiter comme quelqu'un qui ferait des statistiques, mais c'est aussi important. Donc l'ethnographie, c'est pas juste du blabla. Il y a aussi des numéros, il y a aussi des aspects un peu plus quantitatifs. Et une dernière source que moi j'ai trouvé super intéressante avec les entrepreneurs, c'était tous les documents qu'ils produisent. Alors là, j'ai mis Investor Deck parce que j'en ai récolté beaucoup. Non, on a tous les pitchs, tous les documents qui sont produits en fait par les entrepreneurs pour différents stakeholders. Non, ça peut être des investisseurs, ça peut être des entreprises, ça peut être des présentations de leurs projets. Donc on travaille un petit peu avec ces 4, en tout cas moi, avec ces 4 ressources-là. Ça, je vais sauter parce qu'on n'en a peut-être pas besoin à ce stade-là. C'était un petit peu pour contextualiser l'ethnographie, en tout cas en management. Et moi, c'est un petit peu une critique que j'ai fait et que je continue à faire. Alors, je ne l'étends pas à tout le monde, hein, mais que l'ethnographie que moi j'ai vue depuis mon entrée en business school, c'est souvent des travails de terrain qui sont courts, accélérés, avec une présence superficielle, pas beaucoup d'engagement finalement du chercheur ou de la chercheuse, qui est différente de ce que moi au quoi je suis habitué, qui a certains avantages qui permettent d'aller vite, d'avoir beaucoup de sites, mais qui a aussi toute une série d'inconvénients. Moi, j'ai un peu enfin, je vois un petit peu qu'il y a une surutilisation du terme. Donc, on appelle vite tout et n'importe quoi ethnographie. Euh, on peut faire de l'observation participante sans faire de l'ethnographie. On peut faire de l'observation sans que ce soit ethnographique. Et je pense, en tout cas en termes méthodologiques, que c'est important de différencier ces différentes modes d'approche du terrain. Mais bref, c'est une autre discussion. Ce que j'avais préparé, et ça fait lien avec mes travaux, c'était un petit peu 4 ou 5 points qui permettent de montrer en quoi une approche ethnographique, c'est justement intéressant en entrepreneuriat. C'est beaucoup des points que moi j'ai découverts aussi au fil du temps et au fil de mes expériences. On en a certainement d'autres, mais pour moi, c'était les principaux.
La première, c'est la question de l'accessibilité. Donc, par exemple, la jeune fille sur la photo, elle s'appelle Fanny, elle habite à Barcelone, elle a créé, ou elle est en train de créer un projet d'entreprise à impact social. Comme beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses à ce stade vraiment initial, bah, elle n'a pas de bureau, son entreprise, elle n'est pas enregistrée, elle n'a pas de MPV, elle n'a pas de chiffre d'affaires, elle n'a pas de partenaire, elle travaille seule ou relativement seule. Il est difficilement identifiable, on va dire, pour des chercheurs comme vous, comme moi, comme n'importe qui serait finalement intéressé à collecter ce genre de données. Donc je pense que l'ethnographie, ça permet justement de découvrir des personnes qui, comme Fanny, sont dans des étapes enfin, vraiment initiales, qui ne sont pas capturées, ils ne sont pas prises en compte par les bases de données, qui sont difficilement identifiables par les chercheurs, parce que Fanny, par exemple, elle n'a pas de site internet. Donc pour l'identifier, pour la localiser, pour collecter des données avec elle, ça va être très compliqué. Un des moyens justement d'inverser ça, c'est de trouver des structures. Je ne sais pas si vous connaissez Impact Hub au Québec, si c'est une structure qui existe aussi. En tout cas, enfin, c'est une plateforme internationale. En Europe, il y a pas mal de succursales. On dirait en Espagne, il y en a une à Madrid et il y en a une à Barcelone, qui sont ben voilà, des programmes de support aux entrepreneurs que moi j'ai trouvé très intéressants justement pour identifier ces entrepreneurs aux phases initiales. Non, il y a un petit peu un désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de travaux en entrepreneuriat sur la création de new ventures, etc., etc. Finalement, quand on regarde qu'est-ce qui est un new venture, c'est des ventures qui ont été, enfin, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Évidemment, une start-up qui a 3 ans d'existence ou 3 mois d'existence ou 9 ans d'existence, c'est des entreprises qui se trouvent à des phases qui sont complètement différentes en fait. Enfin, en principe, si une start-up elle existe pendant 9 ans, c'est qu'elle a quand même évolué. Et en fait, l'ethnographie, ça permet justement de capturer ces femmes émergentes, ces phases qui sont beaucoup moins détectables et qui sont souvent absentes des bases de données. Un deuxième point super important, en tout cas, qui était très intéressant pour moi, c'est que ça permet justement de se plonger dans l'expérience entrepreneuriale. C'est-à-dire de vivre au quotidien. Alors évidemment, on ne devient pas entrepreneur, hein, on reste ethnographe, on ne devient pas entrepreneur, mais ça permet de partager le quotidien des entrepreneurs et de mettre en avant ce que je mettais ici, la complexité de l'expérience ordinaire de l'entrepreneuriat. Un petit peu ce qu'avait mis Olivier avec, enfin, je pense, derrière l'idée de mythe et de héros, toutes ces difficultés, ces challenges, etc., qui sont lissés, effacés, et pas vraiment ni médiatisés ni communiqués. Donc voilà, partager le quotidien, ça permet justement de se rendre compte de ces difficultés, de les capturer en collectant des données, pour après les analyser et décrire en fait avec plus de profondeur et avec beaucoup plus de richesse, qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur ou être entrepreneuse aujourd'hui. Alors je mettais motivation, dilemme, relation, travail entrepreneurial. Pour moi aussi, la question du travail entrepreneurial, les compétences et les connaissances des entrepreneurs. C'est des thématiques qui sont pas vraiment très populaires, je pense, ou très étudiées. Donc, quelles sont les compétences des entrepreneurs, plus loin qu'aller chercher du financement, et qui sont pour moi des domaines où l'ethnographie, justement, permet, par l'observation quotidienne d'un groupe d'entrepreneurs, de saisir et éventuellement de théoriser. Un autre point, c'est la multivocalité. Ça, je pense aussi que c'était un élément que tu avais mis, Olivier, dans la description de la chaire. C'est de dépasser cette idée d'entrepreneur individuel pour étudier, bah, moi dans mon cas, les réseaux d'acteurs avec qui ils collaborent. Là, par exemple, la photo, c'est une photo que j'avais prise à une réunion avec des entreprises, des grands groupes espagnols et catalans qui décidaient justement enfin, de quelle start-up allait être intégrée, sélectionnée par l'accélérateur. Ouais, ce qu'on voyait, c'est que la sélection pour l'accélérateur était réalisée en fait par les directeurs d'innovation de communication des grands groupes qui finançaient la structure. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'ethnographie, en fait, qu'on se retrouve, dans mon cas, immergé dans un accélérateur, au quotidien, on interagit avec des entrepreneurs, entrepreneuses, mais également avec des programmes managers, avec des investisseurs, avec des business angels, avec enfin, des responsables des politiques publiques et avec ces entreprises. Donc ça nous met, c'est un peu comme l'idée du village, non? L'ethnographie dans un village. Ben, dans un village, on se retrouve finalement confronté à des villageois et des villageoises qui occupent différentes fonctions dans la société. Et moi, j'ai trouvé l'ethnographie comme une super porte d'entrée justement à ces différents groupes d'acteurs. Donc, comme je disais un peu avant, on a beaucoup de travaux sur les entrepreneurs et sur les investisseurs. Ben, on a beaucoup moins de travaux sur les accompagnateurs, sur les grands groupes et sur leur collaboration éventuelle avec les entrepreneurs.
Donc pour moi, l'ethnographie, c'est aussi un moyen de capturer ces interactions et d'analyser ces mécanismes, en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'ils puissent ou pas collaborer. Un autre aspect qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est l'idée de culture entrepreneuriale, peut-être à cause de ma trajectoire en anthropologie. Mais pareil, voilà, l'ethnographie, pour certains, c'est l'étude des cultures, en tout cas l'écriture ou l'interprétation des cultures, donc ça fait peut-être c'est un petit peu logique. Mais je pense que c'est super intéressant de pouvoir justement décrire. Alors moi, dans mon cas, j'ai fait ça avec la culture de l'impact. Non, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat à impact? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les valeurs? Quels sont les comportements attendus? Quelles sont les règles formelles et informelles qui vont permettre en fait à un monde social de se développer, d'émerger et de se consolider et de s'établir comme tel. Donc ça nous permet un petit peu de voir comment, pas juste comment fonctionne une société, mais dans le cas de l'entrepreneuriat, qui est un phénomène relativement récent, en tout cas moi celui que j'ai étudié, comment il va émerger, comment va se constituer le monde social, quel entrepreneuriat à impact. Non, qu'est-ce qu'un entrepreneur à impact? Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Qu'est-ce qui le définit ou la définit? Quelles sont les valeurs qu'il faut véhiculer? Quel est le type de discours qu'il faut adopter pour se présenter comme tel, etc., d'un côté. Et de l'autre côté, quels sont les processus de socialisation par lesquels on est introduit, on est acculturé, enfin acculturé, on devient cet entrepreneur, cette entrepreneuse. Ça, je pense que, pareil, c'est un aspect de mon travail sur lequel moi j'ai beaucoup insisté avec l'entrepreneuriat impact, c'est qu'il fallait un peu se détacher de ce mythe de la personne qui naît avec une vocation sociale et qui la transforme en entreprise pour aller étudier aussi les cas où finalement, moi j'ai beaucoup d'exemples d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont arrivés à l'accélérateur avec une idée infime ou inexistante de l'impact social. Et ils sont devenus, si vous voulez, des entrepreneurs à impact au travers de ces 3 mois d'accélération. Et ça, c'était un truc super intéressant et qui rentrait un petit peu entre guillemets, en contradiction, où ça questionnait un petit peu le paradigme établi qui était que l'entrepreneur impact, c'est quelqu'un qui a cette volonté, ce désir intrinsèque, limite génétique, alors j'exagère un petit peu, mais de changer le monde. Et là, ce qu'on montrait, c'était vraiment que voilà, il y a des structures comme des accélérateurs qui vont former ces entrepreneurs à avoir un impact. Donc, nous, on avait un peu un double profil, avec d'un côté les entrepreneurs très forts sur la partie business, souvent des startups du secteur de la santé, ou du secteur de l'environnement. Et après, des startups beaucoup moins fortes ou des entrepreneurs beaucoup moins compétents dans la dimension business, mais beaucoup plus attachants, beaucoup plus émouvants et beaucoup plus sociaux, entre guillemets, qui étaient souvent des profils qui venaient des coopératives, des profils associatifs, etc., etc. Donc l'idée est très sociale, mais très peu business, d'un côté, ou l'idée est très axée business avec pas ou presque d'impact social. Et ce qu'on voyait, c'est que l'accélérateur, au travers de ce processus de socialisation qui est la formation, va transformer, entre guillemets, des entrepreneurs et des entrepreneuses et en faire, si vous voulez, des entrepreneurs à impact. Donc l'idée de culture et d'étudier cette culture entrepreneuriale en train de se faire en temps réel. En lien avec ça, il y a la question aussi pour moi des narratives entrepreneuriales qui partent de l'idée que le discours, la rhétorique, c'est super important dans l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est présenté comme tel. La manière dont on se présente, la manière dont on présente ses idées, le pitch, hein, la manière de vendre et de convaincre sur la nécessité du produit qu'on va développer, mais également de financer, non, cette innovation. Euh, je pense qu'un intérêt avec l'ethnographie, et c'était fort visible dans le cas de l'impact, c'est d'arriver en fait à contraster la pratique et le discours. C'est-à-dire qu'on est, en général, on dit des choses, on fait des choses et on explique qu'on a fait d'autres choses. Donc on a A, B, C. Il y a toujours une différence entre discours et pratique. Moi, j'ai beaucoup observé ça avec justement la préparation des entrepreneurs à impact et l'entraînement qu'ils recevaient sur la construction du discours. Avec des gens qui arrivaient le premier jour ou pitch de sélection qui mettaient l'accent sur la dimension économique, la rentabilité, l'innovation du produit qu'ils voulaient développer. Et après 3 mois, quand il passait au comité d'investissement, bah voilà, le pitch était complètement différent. Et on ouvrait en disant, bah voilà, un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait cette problématique sociale et maintenant, je vais me concentrer sur, enfin, en tout cas, je vais développer, changer de vie, changer de carrière pour développer une solution à cette problématique. Donc ça, c'est en tout cas une transition qu'on observait, moi j'ai observé beaucoup.
et qui permettent de mettre en avant en fait la construction, non, les logiques de construction des narratives que vont utiliser les entrepreneurs. Alors un petit peu une critique que ça permet de faire, c'est de dire, OK, on a plein de trucs sur l'analyse des pitchs, sur l'analyse du discours, etc., etc. On sait beaucoup moins comment ils sont produits. Et en fait, le décalage qui va s'opérer entre, dans ce cas-là, la formation et la socialisation d'un individu à l'impact. Donc c'est pas pour dire que les entrepreneurs mentent, c'est juste pour dire qu'en étudiant ces différences, non, cette transition, ça nous dit aussi quelque chose sur qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là, qu'est-ce qui est valorisé en tant qu'entrepreneur social, quel est le type de discours qu'on va devoir adopter pour convaincre, non, et pour faire, enfin, pour être crédible devant les autres sur les intentions qu'on a à résoudre une problématique sociale, aider les gens, enfin, différentes thématiques à impact social. Et ça, l'ethnographie, ça permet en fait, ça vous permet d'être là le jour du premier pitch, ça vous permet de suivre l'entrepreneur durant sa formation, ça vous permet d'aller au comité d'investissement, ça vous permet de poser des questions aux investisseurs sur la présentation de l'entrepreneur, ça vous permet de faire un debrief avec l'entrepreneur, donc ça permet en fait de trianguler les méthodes, c'est-à-dire observer, interviewer, étudier les données secondaires, et ça permet aussi de trianguler les points de vue, c'est-à-dire avoir le point de vue de l'entrepreneur, avoir le point de vue de l'investisseur sur l'entrepreneur, avoir le point de vue du programme manager sur l'entrepreneur, etc., etc. Donc là, le but, en tout cas pour moi, c'est pas d'arriver à une vérité vraie en triangulant le plus de points de vue possible. C'est juste d'arriver à une compréhension un peu plus large d'un phénomène, non, d'une entreprise, d'un discours, et dans ce cas-là, d'un monde social qui était l'entrepreneuriat à impact. Un dernier point qui est aussi un truc qui, moi, enfin, me tenait beaucoup à cœur, c'est la possibilité, je pense, que l'ethnographie offre de mieux connecter la théorie et la pratique. Euh, Pareil, peut-être parce que je suis un outsider au champ de l'entrepreneuriat, mais moi, quelque chose qui m'a surpris, c'était j'ai commencé à m'intéresser à ça, en tout cas quand je suis arrivé à Lyon, c'était qu'il y avait toujours cet accent sur la pratique et la théorie et que les deux étaient vraiment pour moi déconnectés. J'avais l'impression qu'il y avait des articles hyper théorisants ou hyper théoriques et de l'autre côté des trucs super pratiques, mais qui manquaient en fait, enfin qui manquaient, qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue entre ces deux choses. Pour moi, une des richesses de l'ethnographie, c'est que, comme je disais avant, si on partage le quotidien de gens, généralement les gens ils tendent à nous parler de leurs problèmes. Enfin comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et les entrepreneurs, c'est pareil. Donc avec un minimum de niveau de confiance, généralement, les gens, ils vont pas se confier à vous, en tout cas vous raconter ce qui les préoccupe au quotidien. Euh, et moi, j'ai trouvé ça super intéressant pour arriver justement à identifier, ben voilà, quels sont les problèmes réels auxquels font face les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ou quels sont les problèmes réels auxquels font face les investisseurs quand ils doivent décider sur les intentions d'une personne, avoir un impact ou pas, ou quels sont les problèmes que vont avoir les directeurs d'innovation de grands groupes lorsqu'ils doivent sélectionner des startups. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles ils font face. Et ça, moi, j'ai trouvé super intéressant parce que ça permet en fait de développer des problématiques de recherche et des questions qui sont aussi informées par l'empirie, informées par la pratique, et éventuellement après ou pas, hein, selon les infinités, de les expliquer théoriquement ou de développer des théories pour les expliquer. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve génial et très enrichissant personnellement et professionnellement, c'est justement de développer une réflexion qui est basée sur l'empirie, le terrain, qu'est-ce qui se passe au quotidien. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et ça permet, et c'est un peu le dernier point que j'avais mis ici, de produire des enseignements qui sont informés par l'expérience, c'est-à-dire l'expérience de l'ethnographe, l'expérience du terrain, la richesse des interactions avec les entrepreneurs ou les différents acteurs avec qui on collecte des données au quotidien. Et moi, personnellement, quand j'ai dû développer des enseignements en entrepreneuriat, ce que je fais toujours, j'ai beaucoup utilisé mes matériaux ethnographiques, les personnes avec qui j'avais travaillé, je les ai fait intervenir dans mes cours. Ça permet d'avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de cas pratiques et d'avoir, je pense, en tout cas de construire un contenu pédagogique et didactique qui est parlant pour les étudiants, mais qui est également parlant pour les professionnels. Enfin, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé de faire de l'ethnographie et d'utiliser justement les matériaux de terrain et les expériences pour préparer des cours en termes beaucoup plus pédagogiques. Donc voilà, je pense que ça, c'était un petit peu les 5 points que je voulais développer. Questions, commentaires, vous voulez intervenir peut-être? Euh,
Olivier, Simon, Alors Lise? moi, j'ai une question, si c'est possible. Ouais. Pardon, je C'est vais une juste essayer. question Ah, voilà. Bérangère, c'est ça? Bérangère, ouais. Donc Ah, moi, nickel, parce que je ne vous voyais pas, vous avez disparu, oui, mais là, vous oui. venez de réapparaître. Super. Euh, j'ai une question très pratique. Donc moi, j'enseigne et je suis chercheuse en entrepreneuriat à Grenoble, donc on n'est pas loin. Ok. J'ai une question très pratique de comment on fait pour passer 18 mois sur le terrain, donc au quotidien, c'est ça, si j'ai bien compris. Là, en Mhm. l'occurrence, c'était en Espagne. Ouais. Et en étant à l'EM Lyon, enfin, comment c'est financé, comment toi tu vis, enfin voilà, comment tu te débrouilles de ça? Ok. Ouais, ouais, super. Je pense que la question la plus importante, comment c'est pratique enfin, comment c'est possible logistiquement. Là, dans le cadre de l'accélérateur, c'était avant mon arrivée à l'EM, si tu veux, c'était en 2017-2019. Et j'avais gagné 2 ans de financement du ministère de l'économie espagnol. Donc, c'était un projet de recherche. Donc, j'avais mon financement et j'étais libre de l'utiliser enfin, à bon escient, c'est-à-dire j'avais le choix de faire ce que je voulais. Et à l'époque, j'étais chercheur à l'université de Barcelone, l'université autonome, donc je faisais partie d'un laboratoire de recherche, etc. Et je devais avoir 40 ou 50 heures d'enseignement par an. Ce qui veut dire que, bah, un petit peu classiquement, j'avais regroupé mes enseignements sur une période et je passais 4 jours. En période d'enseignement, je passais du lundi au jeudi à l'accélérateur et le vendredi, j'avais cours. Et en période normale, j'étais à l'accélérateur tous les jours. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, d'où les 18 mois en fait. C'est ça qui m'a permis de faire du terrain à ce point-là en fait, tout simplement. Et après, en termes de financement, je pense qu'un des avantages du terrain, c'est que ça coûte finalement pas grand-chose, dans le sens où moi j'habitais à Barcelone. Donc finalement, j'habitais dans le quartier de l'accélérateur en plus, donc c'était vraiment facile et vraiment agréable pour moi. Les transcriptions, je les faisais moi-même. Donc, j'ai fait quoi, 75 interviews, j'ai tout transcrit moi-même. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais il n'y avait pas forcément besoin de gros budget. Et j'avais la chance, voilà, d'avoir pas une charge d'enseignement d'un maître de conférence, par exemple, en France, c'est quoi, 180 ou 190 heures, des fois avec des charges, qui rend beaucoup plus compliqué, évidemment, l'exercice du terrain. Et les autres terrains sur les grimpeurs, par exemple? Pareil. Les grimpeurs, j'étais en thèse. Donc là, c'était plus facile. Par contre, j'avais pas de financement de thèse, donc c'était on va dire, un peu plus complexe. Et là, à l'époque, j'étais réceptionniste de nuit dans une auberge de jeunesse pendant 1 an. Après, je suis parti aux États-Unis et je peignais des maisons avec des Tchèques et je faisais du jardinage avec des Mexicains. Parce que j'étais à Boulder, au Colorado, en train de financer mon séjour. Donc là, je faisais du terrain à temps plein et je donnais des cours à la fac à Boulder. Et quand je suis rentré, j'ai été à terre pendant la dernière année. Donc là, j'avais fini mon terrain. J'ai fait 1 an d'à terre à temps plein en écrivant ma thèse. Et là, par contre, depuis 2021, j'ai réalisé 3 ans, enfin, on va dire 2 ans de travail de terrain sur les organisations criminelles à Barcelone, donc un contexte complètement différent, qui a aussi à voir avec l'entrepreneuriat, hein, d'une certaine façon, mais centré sur la commercialisation et la distribution surtout de cocaïne, de crack d'héroïne et de méthamphétamine. Et là, pour le terrain, ce que je faisais, c'était donner, généralement, je donnais cours les lundis. Donc, je partais le dimanche soir à Lyon. Je donnais cours la journée le lundi, je revenais le lundi soir et mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'étais sur le terrain et samedi. Voilà, ça s'est terminé l'année dernière. Donc, j'ai pu me permettre de faire ça parce que là, par exemple, j'ai pas d'enfant. En termes de situation familiale, c'est beaucoup plus facile, hein. Et parce que voilà, je passais quoi, 12 heures par semaine dans la voiture, aller à Lyon, revenir, donner cours, etc. Donc, c'est aussi une autre approche du terrain, mais généralement, moi, les enquêtes que j'ai faites, ça prenait pas mal d'espace sur la vie privée, pas mal d'espace sur la vie professionnelle. Euh, donc voilà. Je sais pas si j'espère que ça répond à ta question. Oui, oui, très bien, Ouais. merci. Guillaume, j'ai une question, s'il te plaît. Ouais. Je te remercie beaucoup pour ta présentation. Je voudrais savoir comment tu as rencontré donc Fanny. C'est Fanny non, la première femme entrepreneuse ou tu as mis la photo? Je me trompe? Pop, 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 pop. Elle? Oui. Ouais. Comment tu l'as rencontrée? Comment tu les as rencontrés? Comment tu les as rencontrés ou comment et qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de la suivre tous les jours ou...
Ok. Et ce qui t'a... voilà. Ok. Alors, c'était un petit peu enfin, mon travail sur le. Si vous voulez, ce que je peux faire, c'est peut-être arrêter de partager le temps qu'on discute. Je répondrai à Simon et après, je repartage. Comme ça, enfin, on se voit mieux, c'est plus convivial. Donc voilà, c'était par hasard, j'ai gagné ce projet de recherche. Et en fait, je cherchais une structure. Moi, mon problème, c'était de me dire, OK, j'ai envie d'étudier comment est-ce que les gens ils collaborent dans la création d'entreprise, mais où sont ces gens? Et tu vois, quand je regardais sur Internet, je voyais programme d'accélération, incubateur, machin, des événements. Et souvent, bah, j'allais aux incubateurs, il n'y avait personne. J'allais sur les événements, mais bon, c'est pas facile de parler aux gens, etc. Et j'ai découvert les accélérateurs. Moi, je connaissais rien en entrepreneuriat. Je ne savais même pas ce que c'était l'entrepreneuriat social. Donc, j'ai découvert ça sur le terrain. Et je me suis dit, bon, l'accélérateur, il y a l'air d'avoir des accompagnateurs, des entreprises, des investisseurs, en fait, tous les gens avec qui j'ai envie de bosser. Donc, peut-être que c'est l'endroit où, comme je disais, dans un village, ils sont tous concentrés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié, en fait, tous les accélérateurs qu'il y avait à Barcelone. J'ai resserré un petit peu sur les programmes qui étaient physiques, c'est-à-dire où la majorité du temps, les entrepreneurs, entrepreneuses étaient sur site. Et après, j'ai écrit un par un au directeur de ces accélérateurs ou directrice. Et j'ai pas eu beaucoup de réponses. Généralement, les réponses que j'ai eues, j'ai rencontré deux directrices, je me souviens, pour deux programmes, alors qui trouvaient ça intéressant, hein, mais bon, voilà. Donc ça en restait là. Et quand je commençais un peu à perdre espoir, j'ai été un démodé, donc la journée où ils présentent, si vous voulez, les startups du programme, etc. D'un accélérateur, où j'ai écouté le truc, il parle d'entrepreneuriat social, etc. Il me dit, oh, ça pourrait être pas mal. Et en fait, une des fondatrices de l'accélérateur présentait. Et au détour d'un couloir, voilà, je lui ai sauté dessus littéralement et je lui ai demandé s'il n'avait pas 5 minutes pour discuter d'un projet de recherche, etc. Et il s'est avéré que cette personne s'appelle Maïté, elle avait fait un doctorat en économie. Donc évidemment, alors c'est une discipline qui n'a rien à voir, mais moi elle pensait, enfin moi j'étais en postdoc à l'époque, mais elle pensait que je faisais mon doctorat, donc elle s'est sentie un peu identifiée. En tout cas, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué ça par la suite. On s'est revus 3 semaines plus tard pour une réunion beaucoup plus formelle où j'ai présenté un petit peu voilà, mon dispositif, ce que je voulais faire, etc. Et elle a accepté, ils ont accepté ça ouais, au sein de l'accélérateur et j'ai pu commencer à bosser avec eux. Alors, le seul petit problème, c'est que le premier jour, elle n'était pas là, elle avait prévenu personne. Donc, je suis arrivé un mardi matin, je toquais à la porte et personne ne savait qui j'étais ni qu'est-ce que je faisais là. Et c'est vrai que pour eux, c'était un petit peu particulier de se faire l'idée qu'il allait y avoir quelqu'un, moi dans ce cas-là, qui passait leur temps montant dans leur bureau, à demander plein de trucs, à pouvoir assister à toutes les réunions et à mettre mon nez, pas partout, mais en tout cas à être assez envahissant. Et donc Fanny, par exemple, tu me demandais, c'est une entrepreneuse qui faisait partie de la première promotion que j'ai suivie, donc la première corde, c'est des programmes de 3 mois. Moi, j'ai eu la chance d'arriver, je pense, 2 semaines avant ce qu'ils appelaient la semaine présentielle. Donc, c'était le programme de 3 mois et la première semaine, tu as tout le monde sur site. Donc, moi, après 2 semaines, j'ai eu tout le monde qui était là. Donc, tous les gens avec qui je voulais travailler. Et donc, les entrepreneurs, je les ai rencontrés comme ça. C'est ce qui m'a permis de suivre une, deux, trois, quatre, cinq cordes d'une quinzaine d'entrepreneurs sur 18 mois. Donc, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ce qui est assez intéressant, et j'anticipe peut-être un truc que je voulais parler plus tard, c'est que ça a permis finalement de... Alors évidemment, je n'ai pas travaillé avec tous les entrepreneurs en même temps. Souvent, on développe des affinités avec certaines personnes et pas d'autres. Là, en ce cas, j'en ai plus eu avec Fanny qu'avec d'autres personnes de la corde. Euh, mais ça permettait en fait d'avoir des startups qui étaient plus ou moins alors différentes en termes de thématiques et de produits. Donc l'accélérateur, tu avais des ventures dans l'environnement, dans la santé, dans le travail, donc des aires thématiques, mais c'était des entreprises ou des startups qui étaient à des phases relativement similaires avec des entrepreneurs et entrepreneuses qui rencontraient des problèmes eux aussi relativement similaires. Donc c'était super intéressant également, pas juste pour accéder à eux et les suivre. Donc moi je fais des entretiens, si tu veux, première semaine, premier mois, deuxième mois, troisième mois, donc des entretiens longitudinaux par exemple, pour pouvoir suivre un petit peu leur avancement pendant le programme. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà peut-être en train de dépasser le cadre de ta question. Ça répond un petit peu à Marie-Astrid.
Par contre, j'arrive pas à lire sur les lèvres, en fait. Excuse-moi, Ouais, j'ai fermé mon super. micro. Comment tu as Pardon. fait, je te remercie, et comment, après pour, je voulais dire, comment tu as fait pour les suivre? C'est-à-dire que tu étais, si je prends toujours l'exemple de Fanny, ça veut dire que tu suivais sa journée? Tu étais assise à côté d'elle, ou comment tu faisais? Ou en fait tu te promènes quoi, tu allais voir différentes personnes, ou es-tu resté, tu vois, comment tu as fait sur une journée? Peut-être que tu en parles après, peut-être que tu en parles après. Ouais, mais autant parler tout de suite, vu que tu poses la question, c'est très bien. Donc moi, j'ai procédé en plusieurs étapes. Quand j'ai commencé à l'accélérateur, j'ai tout d'abord travaillé avec les entrepreneurs. C'était un petit peu ma porte d'entrée. Donc je les ai rencontrés à la semaine présentielle. La semaine présentielle, bah, c'était l'événement un peu phare où tout le monde est là. Ils ont des accompagnateurs toute la journée. Il y a des sessions, des workshops, des présentations, etc. Donc là, c'est super facile parce que finalement, tu te transformes en un entrepreneur de plus et ça permet, ben, voilà, au moment informel, hein, souvent à midi en mangeant ou en fumant une clope sur la terrasse ou le soir au bar, de te présenter, d'introduire ce que tu fais, etc. Une fois que cette semaine-là est passée, bon là c'est l'exemple de la première semaine, hein, alors j'avais développé certaines activités avec certains entrepreneurs et certaines entrepreneuses. Et à partir de là, à partir du moment où ils ont décidé, enfin, que je pouvais les suivre, les accompagner, le plus facile, ça a été de les accompagner d'abord au tutorat, c'est-à-dire aux sessions qu'ils avaient avec des accompagnateurs. Parce que je pense qu'une grosse difficulté qu'on observe le travail des entrepreneurs, c'est qu'il y a beaucoup de temps, bah, c'est comme nous, hein, on est derrière notre ordi à écrire des trucs, à répondre aux mails, et là, il n'y a pas grand-chose à voir en fait. On peut observer quelqu'un qui tape sur un écran, mais c'est pas très enrichissant. Donc moi, une des manières que j'ai trouvé, c'était tout d'abord de les accompagner aux sessions avec les accompagnateurs. Et ce qui était très riche, c'est quand les sessions ne se déroulaient pas sur site, mais à l'extérieur, que souvent les entrepreneurs, ils venaient pas, c'était justement le trajet. Donc aller rencontrer l'entrepreneur, discuter, on prenait un café avant, on allait dans la boîte, on discutait sur le trajet, on faisait le truc, après on en rediscutait sur le retour, etc., etc. Donc si tu veux, c'était pas vraiment... là, il y avait l'image de Fanny, ben, c'est pas moi qui est derrière elle en train de l'observer avec une loupe, mais c'est plutôt partager certains moments de sa journée, et alors journée dans le sens large, c'est-à-dire pas la journée du matin au soir, mais des temps forts qui permettent d'observer des trucs intéressants. Et aussi des moments ben, voilà, de doute, de frustration, ouais, d'aller avoir un accompagnateur qui démonte le projet et sortir de là et être furieux ou furieuse, et voilà, de pouvoir aussi partager ces petits moments. Donc il y avait ça, je les ai accompagnés sur des événements, je les ai accompagnés sur des événements, des démodés, sur des présentations des investisseurs à Barcelone. Il y avait pas mal, il y a toujours pas mal d'événements pour les entrepreneurs. Donc souvent ils allaient pitcher leurs projets, etc. Donc ça c'était un autre aspect. Et quoi d'autre? Aller les voir pour ceux qui avaient des bureaux, ben voilà, aller les voir chez eux, voir leur bureau, aller manger avec eux. Un petit peu les moments du quotidien. Alors c'était pas facile pour tout le monde. Donc c'était vraiment avec ceux avec qui j'ai noué des bonnes relations, là, qui t'invitent chez toi, finalement, tu deviens ami avec eux, entre guillemets. Et ce qui était dur pour moi, c'est que voilà, la volonté d'étudier aussi plusieurs groupes d'acteurs. Alors moi, ça m'a fait me centrer 3 mois sur les entrepreneurs, 3 mois sur les partenaires commerciaux, c'est-à-dire les grands groupes, 6 mois sur les investisseurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? 3 mois sur les accompagnateurs, donc les montants. Donc, si vous voulez, j'ai sectionné un petit peu les groupes que j'étudiais, un petit peu au fil de l'eau et des possibilités. Mais c'était assez concentré. Donc 3 mois pour un groupe, 3 mois pour un groupe, 6 mois pour un groupe, etc., etc. Et peut-être pour continuer et terminer avec ça, pour les investisseurs, si tu poserais la même question, donc comment est-ce que j'observais les investisseurs? Bah là, par exemple, j'ai beaucoup bossé avec eux quand ils analysaient les projets. Donc quand ils recevaient les projets, bah, tu as les réunions d'investissement où tout le monde discute, chacun donne son avis. J'ai aussi bossé avec eux pendant les comités d'investissement. Donc, tu es avec les investisseurs quand les gens ils viennent présenter leur start-up, quand après ils délibèrent, quand ils se prennent la tête, ils débattent sur les aspects qu'ils ont bien aimés, pas bien aimés, etc. Et après, j'ai travaillé aussi avec eux sur des trucs un peu plus banaux. On a demandé du financement, faire des entretiens en tête-à-tête avec des entrepreneurs, etc., etc.
Donc voilà, ça c'est une autre manière de travailler. Avec les grands groupes, ça c'est une autre question intéressante. J'ai fait beaucoup d'entretiens là par contre. Beaucoup d'entretiens avec les directeurs d'innovation qui étaient des personnes responsables. J'ai moi-même organisé des workshops pour ces grands groupes au travers de l'accélérateur pour les aider à comprendre les entrepreneurs en fait, les aider à se mettre à leur place et à passer au-dessus de certaines difficultés qu'ils rencontraient. Et j'ai été les voir dans leur bureau, j'ai participé à des workshops, etc., etc. Donc je pense qu'un autre aspect intéressant, c'est que finalement, chaque groupe d'acteurs avec lequel moi j'ai travaillé avait des modalités de participation et d'observation différentes qui étaient bien entendu liées au quotidien de leur travail. Donc un directeur d'innovation chez Nestlé, moi je ne vais pas le suivre toute la journée. Par contre, le jour où ils font un workshop interne de, pas moi, comment est-ce qu'on appelait ça? Corporate venturing, où ils invitent des startups, ben, je vais être là. Ou je vais être là, comme je montrais à la photo, avec le comité de sélection. Tu as répondu à ta question? Oui, oui, très bien, c'est très clair. Je Super. te remercie, je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Simon, peut-être, je vois que tu avais la main levée depuis tout à l'heure. Excuse-moi. Oui, je vais y aller. Merci beaucoup. Donc, Simon Mallette, je suis doctorant à l'Université de Montréal. Je suis en train de terminer ma thèse en ce moment. Donc, ce que tu as présenté aujourd'hui fait beaucoup écho à certaines des choses que j'ai constatées sur mon terrain. Donc, moi, j'ai en fait bouclé une ethnographie qui s'est faite sur 3 voire même 4 ans avec une entrepreneure femme, donc immigrante en Islande. J'ai eu la chance de commencer, ben, la chance, vous allez voir, mon terrain durant la COVID-19. Donc, j'ai eu accès à une espèce d'écosystème virtuel qui s'est créé autour de cet entrepreneur-là parce qu'il n'y a plus rien qui se faisait en personne. Donc, une grosse partie, en fait, de mon ethnographie s'est faite en ligne. Donc, beaucoup d'entretiens, évidemment, à distance, mais aussi l'accès à des groupes WhatsApp, notamment entre l'entrepreneur et ses collaborateurs, ses employés, fournisseurs, etc., auxquels j'ai été ajouté. Donc, j'ai pu faire aussi donc 2 séjours sur le terrain en Islande, mais essentiellement, j'ai beaucoup de données qui viennent de cet écosystème virtuel. Et j'aimerais ça savoir un peu ton opinion ou ton vécu par rapport à ce que tu as pu collecter ou observer dans un environnement virtuel et est-ce que c'est complémentaire? Qu'est-ce que tu fais avec? Parce que moi aussi, je suis à l'étape dans ma thèse où je dois défendre la valeur de ces données collectées en ligne. Et comme je l'ai vécu aussi dans quelques articles que j'ai écrits, des fois, c'est difficile à défendre. Mais donc, oui, peut-être un peu ta vision et par rapport à l'ethnographie en ligne ou l'ethnographie, comme certains l'appellent. Mm. Alors moi, inversement, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance de le faire avant le Covid. J'ai terminé en 2019 et le Covid, c'était juste après, je pense. Donc si tu veux, j'ai terminé 6 mois avant le Covid. Donc nous, il y avait pas il y avait pas grand-chose qui était en ligne. J'ai donné une manière de participer, comme je disais avant, parce que moi j'ai eu du mal quand je suis arrivé à l'accélérateur, si tu veux. Ça, je pense que c'est aussi intéressant dans ton cas, tu pourras peut-être en parler, hein, la construction du rôle, quel rôle tu adoptes, surtout quand c'est en ligne. Mais moi, au début, je me sentais complètement illégitime, je connaissais rien, je venais pas d'une business school connue à Barcelone, enfin voilà. Et pour construire ce rôle, un des trucs que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé voilà, de faire des séminaires comment est-ce qu'on dit, de recherche de marché, d'enquête de marché. Non, pour les entrepreneurs, et disant, ben voilà, finalement, qualitative, ethnographie, marketing, est-ce que je pourrais aider à donner, à participer à la formation des entrepreneurs en enquête de marché? Ça m'a permis petit à petit ben voilà, de trouver une place et de créer mon rôle et de dire, ben voilà, Guillaume, il n'est pas juste là à observer ce qu'on fait, mais il participe de manière active, il nous aide. Et moi, enfin bref, je disais ça pour dire que ça, c'est la seule expérience que j'ai eue en ligne, si tu veux, qui était ces séminaires, donc je saurais pas en parler. Et moi, ce que je pense ce qui est important avec l'ethnographie, en tout cas, enfin, l'ethnographie, là, plutôt l'utilisation des ressources digitales pour collecter des données ou comme source de données, hein, donc, je sais pas, tu étudies de la production en ligne. C'est comme l'ethnographie, finalement, c'est que chaque méthode ou chaque approche a ses avantages, inconvénients, et aussi des circonstances bah, comme les tiennes où finalement, bah, tu n'as pas vraiment le choix non plus. Et c'est de bien limiter, enfin de bien délimiter les limitations du dispositif. C'est comme moi, mon terrain dans l'accélérateur, bah, voilà, c'est Guillaume qui ne connaît rien en entrepreneuriat, qui débarque dans un accélérateur. Et je suis sûr, une personne qui a fait une business school, qui est professeur d'entrepreneuriat, qui a du background, etc., bah, aurait eu une vision totalement différente de la mienne, se serait intéressé à des questions tout à fait différentes que les miennes. Je pense pas qu'elles auraient été plus ou moins pertinentes, elles auraient été juste différentes. Et, euh, et pour moi, ce qui est important,
c'est que finalement la méthode choisie, elle soit adaptée à la question ou aux questions qu'on pose, et aussi et surtout qu'on soit capable de reconnaître notre positionnement et les limitations du dispositif méthodologique. Moi, mes travaux, tu vois, j'ai passé quasi 2 ans, j'ai des heures et des heures d'entretien et des centaines et des centaines de notes. Bah, ça ne veut pas dire que je peux tout expliquer, que je peux répondre à tout. Beaucoup moins. Je peux juste répondre à un set de questions. Alors, je pense que je peux bien y répondre, mais par contre, tout le reste, je suis complètement incompétent. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Et la question du positionnement, donc comment on s'est positionné, parce que notre positionnement, finalement, il va influencer hein, l'accès qu'on a au terrain, le type de données qu'on va collecter et aussi l'interprétation qu'on va en faire. Donc, moi, je travaille beaucoup dans une perspective interprétative plus que positiviste, bien entendu. Donc il y a ça. Et pour moi, la question de la l'ethnographie, c'est pas un terme que j'aime particulièrement. C'est pas une approche que j'affectionne non plus particulièrement. Je trouve ça trop détaché, finalement, trop distant. Je suis pas en train de critiquer ce que tu as fait, parce que je pense que ce que tu as fait, c'est pas de l'ethnographie, ça va justement beaucoup plus loin que la ethnographie. Et je pense pas non plus que c'est de l'anthropologie ou de l'ethnographie digitale, mais jusqu'aujourd'hui, comme tu l'as dit très bien, bah, finalement, toi, tu étais dans un contexte où il y a une imposition non, du digital, et finalement, bah, il s'impose à nous. Enfin, moi, quand j'utilise, enfin, je pense que les gens, ils ne font plus la différence entre on est connecté, on n'est pas connecté. Finalement, on est connecté toute la journée. Alors évidemment, moi, je vais pas dire la même chose ici sur Zoom que si on serait en face à face au Québec dans une salle, hein, mais que la frontière entre le digital et le non digital est beaucoup plus analytique qu'empirique, et que justement, il y a moyen de s'immerger dans un univers digital en développant une connaissance fine de ce contexte. Donc, toi, par exemple, alors tu me diras si je me trompe, j'imagine que tu as développé cette connaissance fine de la personne que tu as suivie, du contexte de l'Islande, tu as été sur place, etc. Et qui permet, bah, pour moi, c'est tout à fait différent d'aller sur un forum, de télécharger un chat d'entrepreneurs et de faire de l'analyse de discours. Alors, je caricature la etnographie et voilà, enfin, d'une manière peut-être pas très juste, mais en tout cas, pour moi, ça n'a rien à voir, tu vois. Et la connaissance fine, elle est toujours là. Et l'ethnographie, finalement, c'est ça, c'est une connaissance détaillée en profondeur d'un univers social. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir beaucoup plus y répondre dans le contexte de l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai beaucoup utilisé avec les grimpeurs professionnels, vu qu'une partie de leur travail, c'était de créer du média, créer des images. Et j'ai travaillé avec eux à un moment où enfin, c'était aux États-Unis, où tout le monde commençait à avoir Instagram, etc. Nous, en Europe, on venait juste d'avoir Internet sur nos téléphones, c'était en 2012. Et ça a provoqué un boom, en fait, dans la manière de se professionnaliser, avec des gens qui passaient des très bons niveaux athlétiques à devenir des super communicants, hyper communicants. Donc, on a une transformation des compétences. Moi, j'étudiais beaucoup, ben voilà, comment les gens ils faisaient cette transition au monde digital et à devoir, ben, plus forcément être de plus fort au niveau athlétique, mais être très bon athlétiquement et communicativement, si on peut le dire. Et moi, ce que je faisais, c'est que je combinais un peu comme les entrepreneurs, hein, le post Instagram où on se met en valeur torse nu ou en bikini sur une falaise, on utilise beaucoup son capital corps et on essaie de donner une représentation de la vie du professionnel avec le fond de tiroir, le quotidien, la souffrance, les dilemmes, etc., etc. Et là, ce qui est super intéressant, si tu veux, de comparer ce qu'on voit en ligne et ce qui se passe offline. Et d'examiner les interactions. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas répondre beaucoup plus à ta question par rapport à ça. C'est parfait. C'est quand Merci. la défense de thèse? Le dépôt déjà de la thèse, ça va être cet été, la défense à l'automne. Ok. Voilà. Bon, bah, super. Guillaume, en dehors des deux mains qui sont encore levées, tu auras trois questions dans le clavardage. Olivier, tu veux... Ouais, tu as beaucoup de questions. Donc, en fait, il y a deux mains levées encore. Et puis, il y a trois questions dans le clavardage aussi. Si tu veux, on peut commencer peut-être par les mains levées, vu que comme ça, je vous vois et tout, c'est plus sympa. Lise, tu veux commencer? Je pense que ça faisait longtemps que... Ou Vincent, comme vous voulez. Ben, je pense que Vincent a levé la main avant moi. Bon, ouais, Ah, c'est allez-y, comme vous allez-y, je suis voulez. pas Vincent. pressé. Ah, OK, ben, je peux y aller. Dans le fond, ben, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Puis cette semaine, on a eu notre cours d'ethnographie. On a parlé de l'importance de planifier l'entrée puis la sortie au terrain. Là, tu as parlé d'un projet qui était assez intéressant, là, d'aller justement étudier, faire l'ethnographie au niveau des, si on veut plus criminaliser, au niveau des trafiquants de drogue.
Mais comment est-ce que ça s'est passé, cette sortie du terrain-là, tu sais, parce que du jour au lendemain, on chill, on chill avec les personnes, tu sais, on fait notre enquête, puis après ça, comment ça s'est passé finalement, cette sortie-là? Ça s'est passé un peu comme avec l'accélérateur, vraiment progressivement, où tu réduis ta présence au quotidien. C'est-à-dire, au lieu d'être là 5 jours, tu es là 4 jours, puis 3 jours, puis 2 jours, puis un jour. Et un des éléments intéressants avec le projet sur le trafic de drogue, c'est que justement, je pense que j'ai expliqué avant, c'était que voilà, moi je donnais cours le lundi, donc le dimanche soir je partais, je revenais le lundi soir et j'étais là le mardi matin. Et les gens ils comprenaient pas où j'étais le lundi en fait. Généralement, si vous n'êtes pas là, il y a enfin, en tout cas dans ce contexte-là, il y a de la suspicion, etc. Et pour moi, une manière de réduire ça, c'était finalement d'expliquer aux gens, bah, voilà, c'était quoi mon travail, de leur montrer les photos de mes étudiants le lundi quand j'étais en cours, de leur donner le bouquin que j'avais écrit sur les grimpeurs, parce que ça, c'était des éléments que les gens pouvaient comprendre. Enfin, en tout cas, les gens avec qui je travaillais. Et la sortie du terrain, c'était un petit peu pareil, donc vraiment progressive, petit à petit. Un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Avec l'accélérateur, c'était un petit peu pareil. Donc, je suis passé d'y aller 5 jours à 4 jours, à 3 jours, à 2 jours, à des événements spécifiques, à des comités d'investissement pour arrêter en mai 2017, enfin 2019, pardon, le travail de terrain. Et je pense qu'il y a un truc sur lequel moi j'ai merdé, enfin merdé, c'est-à-dire que j'ai pas très bien fait, c'est d'arriver à bien fermer ça pour les gens, bien leur expliquer où tu vas, où tu disparais, pourquoi tu n'es plus là. Alors là, le terrain à Barcelone, moi j'habite à Barcelone, donc c'est des gens avec qui, pas tous, hein, mais j'ai passé beaucoup de temps avec des travailleurs de réduction des risques, par exemple. C'est des gens que moi je fréquente. Enfin, généralement, le travail de terrain, ça donne lieu à des relations, et ces relations, souvent, elles se transforment en amitié, non? Bah, je sais pas, on va bosser quelque part, on devient ami avec nos collègues. Donc, il y a toute une série de relations qui se sont maintenues. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai toujours du mal à faire, c'est d'arriver à cloître, enfin, clore le terrain de manière bien faite, c'est-à-dire en expliquant ça aux gens, etc. Et je trouve que c'est assez dur parce que, tu vois, moi, quand j'étais à l'accélérateur, c'était ma vie, entre guillemets, émotionnelle pendant 18 mois. C'était une découverte d'un nouveau monde. C'était comme partir dans un autre pays, tu vois. Enfin, moi, je connaissais rien. On me disait MVP, je faisais quoi? KPI, je faisais, enfin, j'ai dû tout apprendre. Donc, et donc c'était passionnant et c'était aussi triste, tu vois, parce que bah, tu te retrouves un peu avec un grand vide. D'être là tout seul chez toi, à lire, à écrire des articles, enfin en tout cas essayer à passer 10 heures par jour dans un accélérateur qui est vraiment une ruche en ébullition, etc. Moi, j'ai trouvé ça si dur. Et là, avec le travail de terrain sur les organisations criminelles aussi. Même si c'est vrai qu'à la fin, tu es soulagé, enfin, t'es content de sortir du terrain, mais c'est vrai que moi, ça me fait toujours un grand vide dans ma vie quotidienne, personnelle et professionnelle. Donc voilà, moi, les sorties du terrain, je suis pas très bon pour les gérer. Je pense que enfin, je suis meilleur à trouver des accès qu'à enfin, terminer les choses. Là, avec l'accélérateur, donc là, j'ai écrit un bouquin sur ce terrain-là qui a été publié en septembre. Là, j'ai été le présenter 2 fois à l'accélérateur, une fois en novembre et une fois en janvier. Parce qu'en plus, ils ont bien aimé, donc ça, c'est assez cool. Donc ça faisait assez peur, je vous avoue, de présenter un monographe avec les gens que vous avez étudiés. Alors évidemment, tous les noms sont changés, mais bon, tout le monde se reconnaît. Est-ce qu'ils vont aimer, bien aimer? Et ils ont eu des réactions assez surprenantes, donc positives, mais différentes de ce que je m'attendais. Et ça aussi, pour moi, c'est des moyens de reconnecter et de continuer à réfléchir ensemble sur ce qui a été fait. Parce que finalement, tu peux pas couper, enfin, moi, je peux pas couper le terrain du jour au lendemain pour tout ça, quoi. Parfait, Alors, je sais pas merci si ça beaucoup. répond à ta question, Vincent, mais Oui, super, merci. donc Lise, du coup. Et voilà. Moi, j'ai une question, Guillaume, tu as dit que tu as fait des terrains avec des dealers de cocaïne. Peux-tu nous raconter un peu sur la spécificité de ce terrain, comment c'était et tout? Parce que c'est considéré comme un terrain sensible un peu. Est-ce que c'est quoi les difficultés que tu as eues? Comment c'était? Ok. Bah, si tu veux, ce que je peux faire, c'est faire peut-être le lien entre entrepreneuriat et organisation criminelle pour peut-être pas trop dévier enfin, en tout cas, du sujet ou de la chair, tu diras Olivier.
Mais finalement, j'ai rencontré des problèmes très similaires. Trouver un accès. Et, euh, et tu vois, paradoxalement, autant là, quand je recherchais des accélérateurs, c'était facile. Tu vas sur Internet, tu tapes accelerator, blablabla, il y en a plein. Donc tu te dis, waouh, c'est super facile, les entrepreneurs, il y en a aussi beaucoup, etc. Tu vas sur LinkedIn, pas sauf qu'il n'y a personne qui répond. Donc du coup, il y avait cette idée de, waouh, tout est accessible, tout est à portée de main, mais après, voilà, j'attends qu'on me réponde et on ne me répond pas. Avec les organes criminels, enfin en tout cas, moi, les gens avec qui j'ai travaillé, là, c'était beaucoup plus, enfin c'était différent. Ils sont pas sur Internet, c'est des activités qui sont enfin, qui sont illégales, donc plus ou moins secrètes, etc. Donc là, il y avait un autre dilemme, c'était que l'activité était invisible. Autant les entrepreneurs ils étaient visibles, autant là, c'était invisible. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé enfin, comme volontaire dans une salle de réduction des risques. Donc, c'est un dispositif où tu peux, enfin, c'est un dispositif d'aide aux consommateurs de drogue, en fait, où on peut consommer, enfin, s'injecter, fumer différents types de substances. Et c'est des dispositifs donc, qui font partie du système de santé publique dont la visée, en fait, c'est de réduire les aspects négatifs liés à la consommation de drogue. Donc, c'est pas pour que les gens ils arrêtent de consommer certaines substances, c'est pour qu'ils le fassent dans un cadre moins nocif, moins négatif par rapport à leur santé, mais également par rapport aux problématiques sociales dans lesquelles ils se trouvent. Donc, j'ai beaucoup bossé avec des populations qui étaient beaucoup de gens sans abri, qui vivent dans la rue, consommateurs de crack, méthamphétamine, enfin, consommateurs injectés et fumés, qui sont des situations de précarité extrême. Et donc moi, j'ai utilisé ce volontariat en fait pendant un an pour développer des relations et qui, au fil de ces relations, bah, monter un petit peu, chaque fois un petit peu plus haut dans une pyramide, si tu veux, dans une structure sociale. Donc en commençant, il y a beaucoup d'anthropologues et d'ethnographes qui font ça hein, dans ce type de terrain, c'est de partir des associations communautaires, des associations de quartier, etc., pour aller enfin, à la rencontre de ce type de population, en ayant un rôle, en ayant une légitimité. Ce qui ne veut pas dire que bah, des fois, on pense que tu es un policier infiltré, que machin, que ça donne lieu à plein de problèmes. Mais voilà, moi j'ai utilisé cette association, enfin cette association, ce centre, et petit à petit construit des relations avec ces populations. Avec un collègue à moi, ce qu'on a fait aussi, c'est d'interviewer des gens en prison. Ce qui était facile parce que finalement les gens ils sont déjà condamnés pour ce qu'ils ont fait. Enfin facile, c'est dur à accéder, mais ça met un autre contexte. Et après une question qu'on me pose souvent, c'est bah, comment est-ce que les gens ils acceptent de te parler de ce qu'ils font alors que c'est illégal, etc. Donc un manager d'un point de vente, pourquoi est-ce qu'il va aller te raconter ça? Bah, c'est un peu pareil. Je pense qu'il y a deux aspects. C'est un de prendre les gens au sérieux et de considérer leur activité pas comme un truc stigmatisé et dégradant, mais comme un travail. Et beaucoup, ils le disent comme ça, bah, moi je vais travailler, travailler c'est quoi? C'est gérer un point de vente pendant 12 heures dans un appartement occupé à vendre du crack. Mais bon, c'est des activités qui légitiment des personnes. Donc il y a ça d'un côté, les prendre au sérieux, et deux, il y a les relations, en fait, de la présence au quotidien, qui permet d'établir des liens en fait avec des gens et qui vont créer une relation de confiance qui va petit à petit, alors pas dans tous les cas, amener à collecter certaines données et pas d'autres. Voilà. Donc je pense que c'était assez. C'est des contextes qui sont sur peut-être les deux extrêmes d'un axe, mais avec des problèmes super similaires. Tu vois, l'accès, la construction du rôle, la création de relations relativement intimes avec les gens, de gagner un statut. Tu vois, autant il fallait plus qu'ils me voient comme un flic, enfin comme un policier infiltré, autant à l'accélérateur, moi je suis arrivé introduit par la directrice. Donc les employés, les programmes managers avec qui je bossais, au départ, ils pensaient que j'étais là pour les surveiller. Tu vois, il disait, bah, comment ça se fait que la boss, elle fait rentrer ce mec-là, il le met bosser avec nous, et il est toute la journée à regarder ce qu'on fait. Donc au début, il y avait aussi une réticence de la part des gens dans l'accélérateur. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Guillaume? Est-ce qu'il va faire du reporting au chef, etc. Donc c'est un petit peu, alors c'est des contextes très différents, mais avec des difficultés et des problèmes assez similaires, en tout cas à mon point de vue. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Lise. Cool. Ah, il y a vraiment plein de monde dans le clavardage, hein. Hmm. Vraiment, t'as une ribambelle de questions, là. Mylène, peut-être? Moi, vu que je ne vois que toi.
Tu vois, Bonjour. Varda, Ouais, il y a plein d'autres pour questions avant intervenir, moi. il y a plein de questions dans le chat avant, qui sont là depuis quelques temps. Tu veux que je regarde, si tu veux, je peux répondre à une question du chat, puis après à Mylène, Ouais, puis c'est après ça, je pense qu'il y a une question qui est ouais, il y a quelques temps. Euh, Augustin, par exemple, je pense que c'est la première question, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, Augustin, quel était mon comportement si en retour les entrepreneurs devaient me poser des questions relatives à l'entrepreneuriat? Ouais, très bonne question. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois et souvent, je n'arrivais pas à répondre. Donc, tout simplement, ce que je disais, c'est que bah, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je ne suis pas investisseur, parce que je ne suis pas accompagnateur, parce que je ne suis pas, je sais pas moi, directeur d'innovation. Donc, moi, ce que j'essayais, c'était de bien leur expliquer ce que je savais faire et ce que je ne savais pas faire. Donc, quelles étaient les limites de ma connaissance. Et c'est vrai que petit à petit, au fur et à mesure du terrain, ça a évolué. Parce que quand tu fais du terrain, bah, tu commences, moi, je ne savais rien. Petit à petit, tu développes de la connaissance. Et un truc un peu unique avec ce terrain-là, c'est que finalement, il n'y avait personne qui bossait avec tous les acteurs. Il n'y a pas une personne qui va faire des entretiens avec des entreprises, avec des investisseurs, avec des entrepreneurs, avec des policymakers, avec des accompagnateurs. Donc souvent, ces acteurs, ils travaillent ensemble, mais ils ne connaissent pas les points de vue des autres. Et moi, ce qui m'est arrivé finalement, c'est que j'ai développé une modeste compétence, hein, mais d'arriver en fait à faire un peu de médiateur entre ces différents groupes. Comme je disais, j'ai organisé un workshop pour les grands groupes justement, pour les aider, alors bien sûr avec les gens de l'accélérateur, à mieux comprendre le point de vue de l'entrepreneur. Parce que souvent, bah, le directeur de l'innovation, il descend de son grand groupe, il vient faire 2 tutorats d'une demi-heure et il repart. Non, il n'a pas assez de prise sur la situation vitale de l'entrepreneur. Inversement, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il voit? C'est un mec ou une nana qui vient en costard, il est présenté comme une célébrité en son domaine, quelqu'un de très compétent, qui passe une demi-heure à faire des commentaires. Donc moi, je pense un peu que un peu une des compétences que j'ai réussi à développer, c'est d'avoir une vision assez holistique, pardon, des points de vue des uns et des autres. Donc voilà, je pense que pour peut-être clôturer ça avec Augustin, c'était pas de prétendre de pouvoir répondre à des trucs auxquels moi je pouvais pas répondre parce que j'étais totalement incompétent, mais de petit à petit, ben, arriver à partager des choses, des résultats que je trouvais, des points de vue sur un petit peu, si tu veux, voilà, le mode de pensée de chacun de ces acteurs qui facilitait en fait une compréhension mutuelle. J'espère que c'est assez concret, parce que ça a l'air peut-être un peu ésotérique ou un peu abstrait, mais c'est un peu faire d'intermédiaire et d'intermédiateur pour permettre à des gens de mieux travailler ensemble. Euh, voilà. Moi, j'espère que ça répond à ta question, Augustin. Je continue ou... Ouais. Bah, Mylène, si tu veux, je réponds à la question de Lisa et puis après la tienne. Donc, Lisa, elle demandait comment des éléments de l'expérience intersubjective, complicité, relation amicale, entrent en composition du travail de collecte de données. Comment analyser les données issues de l'expérience personnelle du chercheur? Euh, ok, donc je pense il y a une double question. Peut-être pour commencer par la fin. Moi, j'ai pas beaucoup analysé les données issues de mon expérience personnelle, dans le sens où j'étais pas moi le sujet de mon analyse. Donc, enfin, je me suis pas auto-observé, je me suis pas pris comme sujet d'analyse. Alors évidemment, ça fait lien avec la première partie de la question. Le positionnement qu'on va avoir ben, tous dans un terrain particulier, un peu comme on disait avec Simon, va conditionner l'accès qu'on a à certaines données ou d'autres. Et donc ça, c'est vrai que moi, j'ai plus réfléchi sur comment le fait que, bah voilà, moi, Guillaume, enfin, j'ai des affinités avec ces personnes-là, des affinités avec d'autres personnes. Il y a des gens avec l'accélérateur avec qui je ne discutais pas, avec qui on ne s'entendait pas forcément. Euh, Comment ça va finalement, bah, pas biaiser, alors moi, je suis un peu contre les biais, mais comment ça va façonner, modeler mon regard en fait? Comment je vais apporter plus d'attention à certaines choses ou pas d'autres? Et ça, souvent, enfin moi je pense avec le terrain sur l'accélérateur, dans le bouquin et dans la section méthodologique du bouquin, il y a une discussion réflexive sur le positionnement et comment mon positionnement dans la structure va façonner
l'accès que je vais avoir aux données et mon interprétation de ces données. Donc il y a ça. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la première partie, mais je pense que je ne comprends pas à fond. Par contre, quand je vois, tu vois, forme de complicité ou relation amicale, eh ben, bien évidemment, avec les gens avec qui je suis devenu ami dans l'accélérateur, bah, c'est des gens avec qui on allait boire des verres le soir, on pouvait partir en week-end, on pouvait habiter au même endroit, etc. Donc évidemment, le travail de terrain, il ne se termine pas une fois que tu fermes la porte de l'accélérateur. Un, il continue dans ta tête parce qu'il y a tout le travail a posteriori de, bah, voilà, de transcription, de prendre de notes, de travailler sur les notes. Il y a la réflexion permanente que ça entraîne. Et après, il y a l'extension du terrain dans d'autres moments de la vie quotidienne avec les gens avec qui tu travailles. Donc par exemple, on a à boire un verre le samedi soir et à discuter des startups qu'on a vues la semaine. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Je suis pas sûr, mais j'ai fait de mon mieux en tout cas. Lisa, tu peux faire un petit coucou si c'est correct? Oui, merci, désolée, j'avais pas la main pour me faire coucou tout à l'heure, donc j'ai posé dans le chat. Cool. Mais effectivement, hein, ça répond complètement. Bon, je trouve que c'est toujours un peu compliqué de se couper de nous-mêmes, je pense, en Mm. tant que chercheur ou jeune chercheur, en tout cas dans son expérience, et de savoir les limites finalement entre ce qui est de l'ordre de mon ressenti ou de ma compréhension ou de ma vision du monde presque, et ce que je comprends de ce que l'autre me dit finalement. Enfin, je trouve ça, pour ma part, assez compliqué. Après, je pense que ça dépend aussi des cas et des terrains, peut-être. Mm. Ouais, je pense qu'il y a, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment important d'arriver à. Alors évidemment, c'est notre interprétation parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et c'est nous le chercheur ou la chercheuse. Mais moi, j'ai trouvé ça super important et toujours aujourd'hui hein, de contraster mon point de vue avec des gens autour de moi qui ne participent pas au terrain. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à l'accélérateur, moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat social, j'ai trouvé ça génial. J'étais, si tu veux, happé, ensorcelé, convaincu par le truc. Parce que finalement, pour que les gens ils t'acceptent et que tu t'intègres, il faut croire au projet. Non, c'est-à-dire, c'est comme on travaille avec je sais pas moi, avec un dealer de cocaïne, bah, je passe pas ma journée à lui répéter que c'est pas bien. Non, il faut s'engager avec les gens. Il y a un bouquin, je sais pas si vous connaissez, de Jeanne Favre-Sada, qui est une anthropologue française, qui s'appelle Sur la sorcellerie dans le bocage et qui disait que justement, bah, si on veut étudier les sorcières, c'était en Normandie, en France, il faut se laisser ensorceler. Il faut un minimum y croire. Donc il y a ça, tu te fais si tu veux ensorceler par ton terrain. Alors l'avantage, c'est que ça te permet de t'engager et de créer des relations avec les gens et qui voient que tu es là à leur côté, que tu appuies le truc. Mais d'un autre côté, ça va aussi te mettre dans un espèce de tunnel où tu vas avoir tendance à reproduire le discours des gens que tu étudies. Moi, ça m'est arrivé. Je me souviens qu'une manière utile de contraster, de me faire sortir de ma bulle, de mon terrain, de m'extraire, de prendre de la distance, c'était d'en discuter avec des collègues. Là, j'étais à ISC, qui était une business school, enfin qui est toujours une business school à Barcelone, quand je faisais mon terrain. Et la personne avec qui je travaillais, bah, je me souviens, des fois, je lui expliquais des trucs, il me faisait, non, Guillaume, en fait, ça, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est pas la vision de l'entrepreneuriat en général, c'est la vision des gens de l'accélérateur. Et cette vision, elle vient bah, de Ashoka, par exemple. Tu vois, ils se sont inspirés d'Ashoka pour dire ça. Donc moi, ce qui m'a aidé, si tu veux, pour mettre ça en perspective et prendre de la distance, c'était de contraster, de me faire challenger, en fait, par des gens qui sont hors du terrain et qui me disaient, arrête-toi là, parce que là, tu es en train de nous répéter ce qu'ils te disent. Toi, tu n'es pas là pour répéter que l'entrepreneuriat d'impact, c'est bien. Tu es là pour l'analyser. Alors, et on passe, si tu veux, par différents stades durant le travail de terrain. Et après, peut-être pour terminer, la distance entre le personnel, le professionnel et la manière dans laquelle on se laisse pénétrer, entre guillemets, par le terrain. Comme tu le dis, ça dépend des situations et ça dépend des personnes. Moi, par exemple, ma compagne actuelle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur mon dernier terrain. Tu vois? Enfin, c'est une circonstance de la vie, mais ce que je veux dire, c'est que ça va me donner, enfin, ça m'a donné un point de vue et un accès à certaines données complètement différents de quelqu'un d'autre. Ah, c'était pas avec cette finalité-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur de dissocier, en tout cas à mon point de vue, le travail de terrain comme un truc, qu'est-ce que c'est là, 9h, 17h, on va au bureau, à 17h, on éteint l'ordinateur. Et après, comme tu disais, ça dépend de l'engagement de chacun et chacune.
peut-être pour terminer avec ça, avec l'accélérateur, un moment qui était important pour moi au début, c'est quand ils organisé cette semaine présentielle. Tu vois, bah, au lieu de me barrer à 17h avec tout le monde, bah, je suis resté jusqu'à 20h à démonter, ranger, passer le balai, etc. Et rebelote, le lendemain matin, bah, quand toute l'équipe venait à 7h au bureau, bah, toi tu viens à 7h et tu es là avec eux à monter les stands. Et ça, c'est super important. Enfin, en tout cas, dans mon cas, c'était super important. Voilà. J'espère que ça a complètement tout. Merci, oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Cool, merci. Mylène, du coup? Oui, rebonjour. Merci beaucoup pour ta présentation et tous les échanges. Franchement, c'est passionnant. Ma question, c'était, tu l'as abordé tu as dit que tu allais peut-être en parler, c'était sur la rédaction, sur l'écriture Ouais. du terrain en ethnographie. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu as différents styles d'écriture? Comment tu valorises justement toutes ces relations informelles que tu as sur le lieu du terrain ou après? Voilà, j'étais curieuse de ça. Comment est-ce que je fais? Eh ben, si tu veux, quand je suis arrivé à l'EM Lyon, bah, moi, je venais pas du tout d'un background business school, donc j'ai découvert ETP, SEG, EMJ, ASQ, Org Studies, enfin voilà, toutes les revues du champ, le FT50. Voilà, c'est des revues que j'avais jamais ouvertes, qui m'intéressaient pas du tout. Euh, Parce que voilà, je venais d'une autre discipline et j'avais pas des. À l'EM Lyon, on a des impératifs de publication. Donc j'avais pas ces contraintes-là et j'avais pas cet intérêt-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis pareil, j'ai fait, si tu veux, je suis entré dans un monde que je connaissais pas. Donc moi ce que j'ai fait d'abord, c'est un, commencer à lire, deux, c'est étudier ces revues-là, trois, étudier comment est-ce qu'ils écrivent des articles, le langage donc qui est adopté, et quatre, bah, essayer de m'y faire et de faire le mieux que je peux. Et c'était extrêmement compliqué. Si tu veux, j'ai dû passer, je n'ai pas compté les réjections, enfin ouais, les rejections d'articles que j'ai eu, mais bon, généralement, plus on publie, plus on a de rejets, hein. C'était rejet sur rejet sur rejet sur rejet sur rejet sur rejet sur rejet. Et un truc que j'ai noté depuis le départ, enfin plusieurs trucs. Le premier, c'est qu'avec des données ethnographiques détaillées, un travail de longue durée, des données solides, généralement, il y a un intérêt derrière. Parce que c'est très dur d'avoir ce type de données et qu'il y a un intérêt, il y a une curiosité à dire, bah voilà, le mec, Guillaume, là, il n'arrive pas à écrire un article en management, mais il a des super données. Donc, allons voir s'il va arriver à aller un petit peu plus loin avec ses données. Alors au début, ça ne marchait pas du tout. Il me donnait l'opportunité, puis après, je me faisais défoncer au deuxième. Enfin, ouais, je me faisais détruire. Mais il y avait ça, il y avait tout d'abord un intérêt pour les données. Le deuxième truc que j'ai vu aussi, c'était un intérêt pour la dimension pratique. Tu vois, ils se rendaient compte que tu parlais de problèmes pratiques. ETP, par exemple, qui est un journal qui se veut pratique, mais enfin, bref, qui a quand même cette dimension-là. Bah, il y avait ça, bah ouais, finalement, c'est un problème qu'ont les investisseurs. Donc, il y avait la qualité des données, le lien avec la pratique. Et moi, ma grosse difficulté, c'était le lien avec la théorie. Enfin, et c'est toujours mon point faible. Alors, cette contribution théorique, ce gap, ce machin, ce truc à inventer pour avancer la discipline. Et souvent, on se perd dans des trucs théoriques, on oublie, ça c'est vraiment dévéhiculé du terrain. Donc, moi, c'était mon grand challenge, ça reste toujours, hein, c'est l'idée de la théorie et qu'en faire. Un truc que j'ai trouvé intéressant et surtout intéressant pour moi, c'est d'essayer d'utiliser des théories, des approches différentes, tu vois, de la sociologie, de l'anthropologie, dans une discipline comme l'entrepreneuriat, pour arriver à dire, bah, ok, mais ça peut nous apporter un regard différent. Tu vois, j'ai publié un papier c'était quoi, ETP cette année ou l'année dernière sur la crédibilité. Donc, comment est-ce que les investisseurs à impact, ils examinent la crédibilité des entrepreneurs quand ils disent qu'ils veulent avoir un impact. Et c'est un peu ce que je disais avant. Tu vois, tu es investisseur, tout le monde veut avoir un impact. Tous les entrepreneurs veulent l'avoir. Donc, comment est-ce que tu vas l'évaluer, cet entrepreneur, et comment est-ce que tu vas finalement te convaincre et convaincre les autres qu'il est crédible ou pas? Tu vois, ça, c'était des questions que personne ne se pensait. Ils me disaient, bah non, les investisseurs, ils regardent les caractéristiques observables des gens. Alors, s'il est blanc, s'il est noir, s'il est machin, s'il est ceci, si c'est un homme, si c'est une femme, ça va influencer leur tendance à croire qu'il est crédible ou pas. C'est approche quantitative, etc. Bah, tu vois, de dire, bah voilà, la crédibilité, les mecs, ils ont des autres stratégies pour la tester. Ils s'intéressent à d'autres aspects et au quotidien, quand tu les observes, ils débattent d'autres questions. Ça, c'est des trucs qui, je pense, sont assez
c'est différent en fait. C'est essayer de trouver, d'apporter une valeur ajoutée. Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir enfin, sans le vouloir, hein, mais d'avoir des données qui sont solides, sur lesquelles on ne peut pas m'attaquer, même si tu as toujours des reviewers qui vont te dire, bon, tu as juste fait 18 mois de terrain, mais ce serait bien de retourner sur le terrain, ou alors de faire plus d'entretiens, ou de faire machin. Alors ça arrive toujours. Il y a aussi des reviewers, et je pense qu'une richesse de enfin, de l'ethnographie, c'est qu'on peut avoir différentes interprétations. Tu vois, toi, tu ferais le même travail que moi, bah, en étant une femme ou un homme, ce serait peut-être pas pareil. Olivier, bah, on n'a pas le même âge. Enfin, c'est toutes des caractéristiques qui font qu'on soit différents et différentes. On aurait des autres accès, et on aurait une autre interprétation. Et ce que moi j'ai surtout vu, c'est qu'avec une base de données ou une section de données d'un article, tu as trois ou quatre reviewers et ils ont trois ou quatre interprétations différentes. Et chacun veut decision making, moi j'aime bien ci, moi j'aime bien ça. Et chacun arrive avec son truc théorique à te dire, bah, utilise mes outils ou ceux que je préfère et c'est ça le mieux pour toi. Et c'est impossible de mettre quatre personnes d'accord. Et moi, c'est une des autres difficultés que j'ai rencontrées. Et je pense qu'une des solutions à ça, c'est d'être très fort et très bon à convaincre dès le départ que le cas théorique que toi tu choisis ou que tu vas développer, c'est le bon. Et de pas laisser la porte ouverte en fait à d'autres interprétations parce que sinon bah, on se retrouve avec chacun a des préférences théoriques et chacun ou chacune va essayer de te les appliquer. Et moi, ça m'a fait rentrer dans des processus de reviewing, d'arriver au quatrième round et d'avoir un article qui est rejeté parce que les mecs ils se mettent toujours pas d'accord et l'éditeur il prend toujours pas sa décision et toi tu es là. Tu perds 2 ans de ta vie et après tu prends une semaine de congé pour t'en remettre. Mais voilà, c'est d'avoir des données qui sont solides et d'arriver à bien convaincre de pourquoi tu as choisi certaines théories et pas d'autres. Moi, c'est un petit peu ce qui m'a aidé. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question ou pas. Après, il y a aussi la difficulté, j'ai trouvé, de l'écriture, en fait, de l'écriture ethnographique. Euh, Là, j'avais mis un slide, j'avais sélectionné quelques commentaires enfin, intéressants des reviewers. Dernier papier que j'ai publié, il y avait un des reviewers, il me disait, ouais, ce serait bien d'arrêter de prendre cette petite liberté artistique dans l'écriture parce qu'on a l'impression que tu lis, enfin, t'écris un roman, machin. Et là, finalement, tu passes 3 pages de la review à justifier, ben voilà, en fait, en ethnographie, il y a différents genres, dont Van Manen, que tu me cites, il a publié sur ça. Donc, tu passes beaucoup de temps, j'ai trouvé, à éduquer les reviewers à qu'est-ce que c'est l'ethnographie et aussi qu'il y a différents types d'ethnographie, que finalement discuter du contenu du papier. Et, euh, et je pense en tout cas il y a une approche fort anglo-saxonne de l'ethnographie qui est toujours un peu, enfin, qui est plus positiviste, assez formatée. Une approche peut-être plus, je peux envie de dire française, hein. Moi, je suis belge, donc j'ai aucun intérêt, enfin, aucun parti pris pour la France, mais peut-être francophone ou européenne, enfin, une ethnographie plus anthropologique, avec une écriture qui est plus libérée, si tu veux. Tu vois, moi, on me disait, ah bah voilà, on n'a pas besoin de savoir que le mec, il arrive le matin, il a les traits tirés. Bah, tu vois, les entrepreneurs, quand ils sont au bout de leur vie parce qu'on leur a dit non pendant 500 fois, c'est important aussi de partager. Non, l'expression du visage, je sais pas, l'odeur d'une personne, le bruit dans une salle, tu travailles dans un hôpital, le bruit, etc. Et ça, en management, enfin, en tout cas, dans mon expérience, c'est super dur à faire passer. On prend ça comme du roman, comme des détails inutiles, comme des anecdotes, alors que finalement, un des avantages de l'ethnographie, c'est de capturer le contexte. Non, et le contexte, il est super important. Moi, si je travaille ou je fais un entretien avec une prostituée enfin une prostituée, non, je sais pas moi, un consommateur d'héroïne qui vit dans la rue, qui s'est pas lavé depuis 5 jours et qui perd ses dents, alors c'est triste à le dire, hein, mais c'est pas du tout la même interview. Et ça dit enfin, ça donne beaucoup d'informations sur la situation d'une vie d'une personne. Et je pense qu'il faut essayer de préserver ces détails au maximum dans l'écriture ethnographique et en management, et c'est très dur. Moi, j'ai trouvé ça très dur. Et souvent, c'est des reviews où tu passes plus de temps à justifier ta méthode, ton écriture et tes machins, qu'à discuter des résultats et de l'argument que tu avances. Et quand tu dois faire ça avec 3 reviewers ou 4 reviewers en même temps, c'est extrêmement saoulant. Donc, moi, un point que j'avais noté pour la discussion sur l'écriture, c'est de dire que oui, c'est bien de dire qu'il faut plus d'ethnographie en management, etc. Blablabla. Alors, il y a des gens qui en font et qui en font super bien. Alors, il y a des trucs qui sont géniaux. Mais en général, il manque de reviewers, il manque d'éditeurs qui sont formés et compétents. Tout simplement parce que tout le monde pense que aller sur le terrain et parler avec des gens, bon, on en est tous capables, hein. C'est beaucoup moins compliqué qu'une analyse statistique.
Sauf qu'au final, bah non, c'est quand même complexe comme travail. Et moi, je reçois les papiers reviewés, les trucs quanti, bah, je refuse, par exemple, je suis incapable. Par contre, quelqu'un qui connaît rien en ethnographie, moi, j'ai eu un mec, il faisait de la psychologie expérimentale sur un truc qui avait rien à voir. Tu fais, bon, bah, ça va être compliqué. Et moi, ça m'est arrivé tout le temps. Donc, je sais pas si vous, c'est pareil, mais en tout cas, moi, j'ai pas publié énormément, mais tous les trucs que j'ai publiés, c'était très dur, très long, beaucoup de rejets, beaucoup de critiques sur l'approche, beaucoup de critiques sur l'écriture. Ouais, c'est pas si c'est très encourageant, mais en tout cas, il faut pas perdre. Ils savent tout pour les doctorants et les postdocs. Pas perdre enfin, la persévérance, je pense que c'est la qualité principale avant la qualité de l'écriture. Et aussi ne pas trop se formater et se laisser formater parce que nous imposent les revues. Et résister par rapport à certains canons. Moi, je vois, il y a souvent, les reviewers, ils te demandent trop de transformer tes données en des données quantitatives ou d'avoir une approche positiviste, ou que moi, c'est pas une approche que j'adopte, de me maintenir ferme avec sa position et de bien la justifier et de pas céder aux reviewers parce qu'ils demandent ceci, parce qu'ils demandent cela, quand pour vous, c'est pas justifié. Moi, je pense que c'est deux points super importants pour y arriver. Voilà, désolé si je me suis un petit peu étendu. Mais je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures et des heures de l'écriture. Génial, je te remercie. Bon, alors il restait quand même deux, trois petites questions dans le clavardage. Là, il y avait Job, il y avait Hamida. Je sais pas si on peut se donner encore un petit 10 minutes. C'est sûr que ça a dérapé par rapport à ce que tu souhaitais faire, là, mais Non, il n'y a pas de souci. Généralement, c'est surtout s'ils sont en ligne, c'est beaucoup plus intéressant parce que moi, parler en présentant des slides, généralement, personnellement, c'est pas très, très enrichissant, donc tant mieux. Euh, je Alors, voyais, Lisa, on a fait, c'est ça, ouais. je voyais Job et Hamida, moi, Pierre-Louis, qui n'ont pas été comment ta présence était 2h54. négociée? Ouais. Ouais, attends. Pierre-Louis, donc comment négocier la présence auprès des entrepreneurs, rencontrer les contraintes de dissimulation, comment les a surmontées? Attends, juste une seconde, parce que je vais être en retard. Je vais juste dire que je serai 10 minutes en retard si ça vous dérange pas. Hop. Euh, hop là. Pardon, c'est juste que j'aime pas arriver en retard. Donc, par rapport à la question de. C'est Job Pierre-Louis, c'est ça? Job ou Pierre-Louis? Job, le prénom. Bah, certains entrepreneurs, ils n'étaient pas du tout intéressés à m'avoir à côté d'eux, d'autres oui. Donc, c'était un petit peu aux affinités. Contrainte de dissimulation, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Moi, ce que j'anticiperais, enfin, ce que j'entends par là, c'est ce que c'était affiché ou pas l'enquête que je faisais. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, oui. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que je peux? Ouais, ouais, vas-y, s'il te Oui. plaît, ouais. Ce que j'appelle contrainte de dissimulation, ben, c'est surtout, ben, j'ai fait une expérience en question et en observation participante, mais c'est pour ma licence en droit. Ouais. Le truc, c'est que quand tu vis avec, ben, tu es dans l'immersion, tu vis avec eux, tout ça, mais s'ils savent que tu es chercheur, ils peuvent, en conséquence, essayer de cacher quelque chose. Ils savent ce que vous voulez prendre ou bien vous voulez tirer comme données. Et eux, ils essayent de tout simplement de cacher comme un groupe de gang, si tu dis comme mon frère l'a fait une fois, c'est que ils font comme s'ils ne tuent pas, parce que quand tu parles avec eux, ils ne sont pas criminels, pourtant ils dissimulent tout ça, ils sont des criminels nés. Donc, ils dissimulent ça. Dans ton cas, c'est de voir est-ce que dans ton immersion, dans ton immersion, est-ce que certains entrepreneurs ou certains entrepreneurs arrivent à dissimuler quelque chose? Et si oui, si tu as pu voir ça et comment est-ce que tu les as traités ou bien surmontés ces contraintes de dissimulation qui peuvent arriver en ethnographie ou bien en observation participative? Ok. Ouais, bah, très pragmatiquement, et je pense que c'est la même réponse pour les deux terrains. Et la réponse, je pense qu'elle est très simple. Comme tu dis, bah, il y a toujours des phénomènes de dissimulation, d'occultation, où les gens ils te disent pas tout et c'est tout à fait normal. Par contre, ce qui est important, je pense, j'insiste encore sur la qualité de la relation qu'on développe avec les gens, qui va faire que finalement,
bah, les gens, ils vont plus penser au quotidien qu'on est là en train de les observer, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont oublier, mais ce qui veut dire qu'ils vont, je sais pas, éclipser cet aspect-là. Et de toute façon, je veux dire, je pense qu'il y a ça, il y a le fait qu'ils oublient, le fait qu'il y ait une relation de confiance. C'est ça aussi qui fait que les gens, ils vont te donner certaines informations et pas d'autres. Et après, il y a des gens, ils veulent pas tout dire et c'est tout à fait légitime, mais c'est très bien comme ça, je pense. Je veux dire, le but, c'est pas d'extraire toutes les informations possibles d'un sujet, d'un individu, mais c'est que cet individu il soit dans une relation, alors c'est pas toujours d'égal à égal, surtout avec des populations marginalisées ou stigmatisées, hein, mais c'est une relation avec le chercheur ou la chercheuse et que cette personne, elle va partager ce qu'elle veut partager. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre et ça surtout chez les entrepreneurs et pareil chez les dealers de drogue, hein, que tout ce qui nous est expliqué n'est pas vrai. Alors c'est pas souvent intéressant de savoir que les gens mentent, par contre c'est plus intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils mentent, pourquoi est-ce qu'ils occultent certaines informations et pas d'autres, c'est quoi les intérêts qu'ils ont à faire ça. Et une manière, moi, que j'ai trouvé souvent bah, de réagir par rapport à ça, c'est de contraster, de trianguler les informations. Donc comme je disais, entre triangulation de sources et triangulation d'outils. Là encore, pas pour arriver à la vérité vraie unique, hein, mais pour avoir une idée un peu plus approximée, un peu plus précise de ce qui se passe et de ce que veut me dire la personne. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'ai fait assez court pour pas m'étaler trop, comme ça je peux peut-être essayer de répondre à quelques autres questions. La question de l'impact des émotions sur les décisions entrepreneuriales à travers de l'ethnographie. Euh, Alors, Amidala, je t'avoue que je sais pas trop quoi répondre. Euh, j'ai envie de dire en observant au quotidien les gens et de voir la réaction qu'ils adoptent par rapport à certaines décisions. Et après, de pouvoir faire un debrief avec eux, c'est-à-dire, moi, ce que je trouvais super intéressant, c'est de voir les gens boire un café avant la réunion, aller à la réunion, boire un autre café après la réunion pour discuter de la réunion, rediscuter de la réunion 5 jours après, comparer la réunion avec d'autres réunions. Donc c'était surtout ça, c'est d'avoir un accompagnement qui est assez vertical, c'est-à-dire à différentes étapes de la trajectoire, pour différentes activités, avec différents types de personnes, dans différents contextes. Non, parce que finalement, je disais avant, on va pas avoir la même interaction ici sur un chat Zoom en distanciel, voilà, que dans une salle à Québec ou qu'un soir au bar après une conférence. On va pas se raconter les mêmes trucs ni de la même manière. Donc voilà, d'avoir des interactions avec la même personne dans différents contextes. Non, parce que les émotions, en fait, elles varient au fur et à mesure des contextes. Et aussi de ne pas se laisser trop. Alors les émotions, elles évoluent. Donc recueillir un témoignage à chaud, c'est bien, mais peut-être que la frustration d'une personne, elle va vite disparaître. Tu vois? Donc c'est pas parce que quelqu'un est énervé parce qu'on vient de lui dire bah non, tu n'auras pas ton financement, que cette personne déteste les investisseurs. C'est juste que sur le moment, bah ça la saoule et elle est énervée. Donc aussi bien de remettre les émotions dans leur contexte, d'où je pense l'avantage de l'approche longitudinale en fait. Non, d'observer les gens sur une période relativement longue et dans différentes situations. Ouais, j'espère que Merci. ça répond à ta question. Ouais. Je vais faire une dernière réponse. Il faut absolument que j'y aille. Je suis désolé. Je vais être à Barcelone à 7 heures et il me reste 20 minutes pour y aller. Question de Jean de Dieu sur la question de l'accès. Donc la question, c'était de savoir si les 18 mois de terrain sont davantage liés au temps que tu as eu besoin pour briser la glace avec les acteurs. Alors, c'était 18 mois depuis le jour où j'ai passé la porte, donc le premier jour de collecte de données. J'ai dû mettre 3-4 mois pour trouver une structure qui m'acceptait, donc en plus des 18 mois. Il y a ça. Et 18 mois, non, ça correspondait avec mon financement. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'après une année de terrain à temps plein, j'avais beaucoup de données. J'ai fait 15 mois à full, donc quasi 5 jours par semaine. Et après, j'ai commencé à diminuer parce qu'après, tu vois, après autant de temps, tu connais tes données, tu connais mieux leurs limitations. Ça te permet de faire une pause et de dire, bon, j'ai tout ça, il me manque ça.
je retourne avec, tu vois, ça, pour moi, l'ethnographie, c'est un dispositif qui est évolutif et itératif, donc fondamentalement flexible. On commence avec une idée très large, comment des gens ils bossent ensemble sur une startup. On termine avec des idées super spécifiques. Moi, les papiers que j'ai publiés, finalement, c'est les thématiques que j'ai investiguées. Et surtout, on fait évoluer ce dispositif. On se rend compte après 3 mois que ce qu'on pensait au début, bah, c'est inintéressant. Par contre, il y a ça qui est super intéressant. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, du coup, on va réadopter, non, on va réadapter, pardon, ce dispositif méthodologique, donc d'une manière itérative. Je pense que ça, c'est super important. Et moi, je vois avec les étudiants que j'encadre, ils ont du mal à accepter ça. Ils pensent que c'est une erreur, que les choses évoluent. Ils pensent que c'est une erreur de s'être trompé au départ, d'avoir pensé que. Tu vois, moi, par exemple, je ne connaissais pas ce que c'était l'entrepreneuriat social ni impact quand j'ai commencé l'accélérateur. Bah, c'est devenu le cœur du travail que j'ai fait. C'était un truc surprenant, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Donc voilà. Je pense qu'il est super important, c'est pas juste de briser la glace, donc ça se fait naturellement, ou alors vous allez vous faire expulser, mais c'est d'être attentif justement aux imprévus, aux inconnus, aux surprises, au rejet aussi, hein, parce que le terrain c'est cool, mais bon, c'est souvent de la frustration, des gens qui veulent pas forcément vous parler, euh, des gens qui se ferment devant vous, qui partagent pas d'informations jusqu'au moment, comme tu dis, où tu as brisé cette glace. Mais voilà, d'être ouvert dans l'esprit et ouvert dans le cadre, pour pouvoir justement s'adapter au fur et à mesure et développer des questions de recherche qui sont bien plus fondées empiriquement et après théoriquement. Voilà. J'espère que ça répond à la question sur la briser la glace. Mais ouais, c'est important et je pense que briser la glace, ça dépend aussi beaucoup des gens. Moi, dans mon cas, j'ai dû aussi tout apprendre. Donc ça dure beaucoup plus longtemps que quelqu'un qui est déjà, je sais pas, bon, imagine, tu bosses dans l'accélérateur, tu fais ton travail dans l'accélérateur dans lequel tu bosses, bah, il va y avoir toute une série de limitations, mais aussi des points positifs. Et un des points positifs, c'est que tu as déjà des relations qui sont établies avec les acteurs que tu vas travailler, avec lesquels tu vas travailler, pardon. Je suis désolé, je vais vraiment rester là. J'avais juste prévu 1h30 et j'ai un truc à 19h. Et J'espère que merci. c'était intéressant. Ah non, là, la formule dialogue était vraiment le fun aussi, là. Bah, merci à toi, hein, c'était vraiment passionnant et puis riche en enseignements concrets aussi et pratiques, là. Ouais. Merci à toutes et tous d'avoir participé à la séance. On va te laisser aller à l'apéro, là. Merci. Ouais. Et Si vous avez besoin de quelque chose ou quelqu'un veut me contacter pour continuer à échanger ou discuter sur votre thèse ou sur un projet que vous avez en cours, vous pouvez m'écrire. Je pense qu'il y a pas mon mail, c'est gdumont@lemlion. Je crois qu'il doit être sur le site de Lemlion, de toute façon, ou Olivier, je pense que tu dois l'avoir. Donc contactez-moi si vous voulez, on pourra en discuter ben, autrement et autre part. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Guillaume, Merci à tous et à Merci. toutes. Merci Merci, beaucoup. bonne soirée. Merci. Merci. merci.